Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis un grand fan d'humour. J'adore en faire, j'adore en écouter, que ce soit sur YouTube, sur Netflix ou encore mieux aller voir en spectacle en live. J'aime surtout aussi écouter des podcasts et des interviews sur le sujet. Et du coup je me suis dit pourquoi pas recevoir moi-même des humoristes que je connais ou que je ne connais pas encore mais que en tout cas j'apprécie soit dans la vie ou sur scène. Et les recevoir 1 à 2 fois par mois sur mon podcast pour leur parler d'humour. J'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner, à le commenter. Le podcast est disponible partout sur toutes les plateformes, que ce soit sur iTunes, que ce soit sur Google Podcast, sur Spotify, partout. Donc j'espère que ça vous plaira encore une fois. Une très bonne écoute et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, cette semaine, je reçois un ami, l'humoriste Nathan Drapin, un humoriste qui est originaire de la Louvière, si je ne me trompe pas, et qui est pour moi l'humoriste qui est le plus à l'aise sur scène de l'histoire du monde. Donc, bonjour Nathan et bienvenue dans Humeur humoristique. Déjà, comment ça va? Ça va et toi, Régis? Ça va bien, ça va bien. On va faire comme si on s'était pas parlé une demi-heure avant. Ouais, on va faire ça, genre, voilà. C'est jamais vu. Jamais vu, bah, bon, jamais. Enchanté monsieur Drapin. Enchanté. Alors, comme je t'ai expliqué avant d'appuyer sur enregistrer, aujourd'hui on va parler de toi, mais surtout d'humour. Je te demande pas spécialement de faire des blagues, mais je sais que tu peux pas t'empêcher d'en faire de toute façon. Donc, sois juste toi-même, on est entre nous, on est tranquille. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir un peu si tu as toujours été un petit comique dans l'âme quand tu étais petit. Est-ce que tu étais déjà celui qui faisait rire toute la classe ou pas du tout? J'étais un enfant traité par des gens très mal là. Ouais, voilà. Alors, mes parents me mettaient dans la cave. Ouais, j'ai toujours été drôle, je pense. Bizarrement, j'ai toujours, malgré moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours été. Tu faisais rire les autres, mais Ouais, c'était pas ton objectif de départ, quoi. En fait, non, pas forcément. Je vais te dire honnêtement, ça m'a toujours attiré. L'humour m'a toujours attiré au fond, mais je faisais rire des fois malgré moi. Tu sais, je fais de la dyslexie, je suis pas forcément toujours à l'aise avec les mots, un peu plus maintenant, mais moins à l'époque. Et des fois, tu sais, je faisais genre, je me trompais sur un mot, tout le monde se marrait, et je faisais genre, ah ouais, je l'ai fait exprès. Mais en fait, j'avais pas fait exprès, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et non, et puis avec le temps, ma mère aussi adorait les humoristes. Ma mère regardait beaucoup d'humour. Et du coup, je regardais avec elle à la télé, tout ça. Ouais. Et en fait, sincèrement, je crois que j'ai fait de l'humour parce que pourquoi allez, enfant, ça m'attirait parce que tu sais, je regardais tous les spectacles. Ma mère regardait beaucoup Pirette. Ok. Ça, Pirette, Pirette, c'était à l'époque. Bon, moi, j'aime encore maintenant. Après, Ouais, bon, bah, Pirette, c'est voilà. région, c'est... Voilà, surtout ici à Mons en plus. Mais, non, mais c'est vrai, voilà, Pirette, c'était. Voilà, ma mère regardait. Et je me souviens, je te jure, je devais avoir 8 ans. Et je vois ma mère se marrer. Et je demande à ma mère, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur dans la vie? Et ma mère me dit, ben, son travail, c'est de faire des blagues. Et ce qui m'a fasciné, c'est le fait que c'était son taf de faire des blagues, en fait. Je me dis, putain, mais c'est son taf. Il est payé à faire des blagues. Et ça m'a... C'est fou, hein, comme métier. Ouais, ça me fascinait, en fait. En gros, tu montes sur scène, tu fais des blagues et on paye pour ça. C'est quand même... Ouais. C'est fou, hein, ce métier. Ouais, c'est vraiment fou. Et après, je sais pas si t'as connu, toi, tu sais, Bon Week-end. Non, je vois pas c'est quoi. Bon Week-end, c'était une émission, et c'est vraiment une émission hyper chouette, en fait. Et je te jure, j'étais gamin, je m'en souviens. En gros, c'était un bar, t'avais un bar et t'avais des humoristes qui se succédaient. C'était un peu comme les scènes d'aujourd'hui, en fait. Mais vraiment, ils se servaient des bières, des fois, ils étaient bourrés, je te jure. Et il y avait vraiment... Et Pirette est passé par là, les Taloches, mais tous les humoristes belges, en fait, les Mark Herman, les machins. Tout le monde est passé par là. Et ma mère regardait ça. Et ça, je trouvais que c'était vraiment... En gros, c'était vraiment une émission, tu sais... C'était vraiment belge, c'était de l'humour belge, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'adorais, vraiment. C'est ça qui t'a donné la première fois envie d'en faire. Déjà à ce moment-là, tu te disais j'ai envie de faire ça ou tu te disais non, c'est trop chaud, j'arriverai pas à faire ça? Bah, tu sais, je pense que comme beaucoup d'humoristes, quand on est petit, on en rêve. Tu sais, moi, je rêvais de ça, je veux faire de l'humour. Et plus je grandissais, et plus je mettais ça un peu sur le côté en me disant, c'est pas un métier, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un métier. Je pense qu'on a tous. C'est un peu un métier surréaliste comme ça. Donc voilà. c'est pas... Ouais, faire rire des gens, t'imagines? C'est pas possible. Qui donnerait de l'argent parce que pour faire rire, c'est une chose qu'on peut faire naturellement, tu vois? Et puis, tu sais, j'ai vraiment mis ça sur le côté dans ma vie. Tu sais, j'ai fait ma vie, en fait. J'ai fait ma vie. J'ai acheté une maison avec ma femme. On a eu notre premier enfant.
Et bizarrement, c'est à ce moment-là que j'ai eu un côté où j'avais envie de rire, au fond. J'avais envie de m'amuser. Et tu sais, mais je te parle d'ici, ma fille a 9 ans. Et il y a 9 ans d'ici, on ne parlait pas comme aujourd'hui du stand-up, on ne parlait pas de tout ça comme maintenant. C'est beaucoup plus populaire, t'as des scènes partout. Avant, il n'y avait pas ça. Et tu sais, je regardais sur Internet les humoristes, comment les humoristes commençaient. Et je voyais l'improvisation théâtrale, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, bêtement. Donc, t'as vraiment commencé l'impro pour ça. C'est vraiment l'objectif en tête, je fais de l'impro pour pouvoir faire de la scène après. Ouais, j'ai fait vraiment de l'impro pour ça, mais je savais même pas ce que c'était l'impro. La vérité, que je n'avais jamais vu de match de ma vie avant de monter. Je crois qu'après 2 mois d'impro, j'ai commencé à regarder 1 ou 2 matchs. Je te jure que c'est vrai. Mais donc, t'as dû voir Georges Jamel qui venait de là, ou des trucs ainsi. Ouais. Jamel, Danny Boone, Gad Elmaleh on avait fait, je pense. Il y a, tu sais, Virginie Hawk aussi on avait fait. Et je me dis, bah ok, on va c'est ça qu'il faut faire. Voilà. J'ai dit, faut que je fasse de l'impro. Ouais, je me suis dit, ok, il faut faire, mais je vais te dire la vérité, j'aurais jamais passé le pas. Je te jure, c'est con à dire, mais j'aurais pas osé. Je suis pas un mec qui... De passer le pas de monter sur scène. Non, pas monter sur scène, ça me dérangeait pas, mais c'est d'envoyer un mail ou un message en demandant pour m'inscrire dans un cours. Tu vois, moi je suis très introverti à ce niveau-là. Pour l'impro. Ouais, pour commencer dans un groupe. Okay. Moi je suis très, tu vois comment je suis très électron libre dans la vie. Et m'intégrer dans un groupe, j'ai beaucoup de mal en fait. Okay. Et la chance que j'ai eue, c'est que ma femme a compris à ce moment-là que j'en avais besoin. Et elle m'a fait, pour l'histoire, mais elle m'a offert une lettre, si tu veux, avec 5 € dedans. Et elle m'a dit, je te paye ton premier cours d'impro. Et de là, enchaîné que j'étais à l'impro. Déjà, je suis arrivé à une mauvaise adresse. Déjà, ça, c'était vraiment le bordel. Je suis arrivé, j'ai eu Étienne au téléphone. Tu vois. Il dit ouais, Étienne m'a vu arriver, il s'est dit ok, ce gars il va faire 2 semaines chez nous et on le verra plus quoi. Donc Étienne, pour les auditeurs qui vont peut-être écouter ce podcast, je l'espère, c'est en gros le responsable d'un groupe d'impro qui est sur Mons, qui s'appelle les Caméléons. Vous pouvve aller voir toutes les infos sur impromons.be. Je fais de la pub au passage, placement de produits. Nous mangeons des chips de la marque Lay's et du fromage de chez Body. Et de la bière de Cuvée des Trolls. Voilà, c'est le placement, c'est fait. Et j'ai aussi le Pepsi Max. J'espère que Pepsi pourrait financer le podcast, ça serait très sympa. Diffusion menuiserie. et donc l'impro vraiment dans le but de faire de l'humour. Mais est-ce que combien de temps il y a eu entre le moment où tu as commencé de l'impro et le moment où tu as fait ta première scène? La première fois que je suis monté sur scène, c'est en 2015. Ok. Au MDR, au Festival de Mons qu'on a fait ensemble, Régis. Ouais, on a fait ensemble. Et je t'ai dit 9 ans, ça veut dire, ça faisait 4 ans que je faisais de l'impro. 3 ou 4 ans que je faisais de l'impro. Ok. Et j'ai commencé comme ça. En fait, c'est Etienne qui m'a dit, Nathan, voilà, j'en ai parlé avec Benoît Delabie. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront. Mais, il me dit voilà, j'en ai parlé et si tu veux, c'est l'occasion. Il veut bien que tu fasses les qualifs, les machins pour le festival. Et j'ai commencé comme ça en fait. Et je te jure que j'ai jamais eu autant de tracks de toute ma life la première fois que j'ai fait ça. Hein. Je me rappelle parce que j'étais là, donc c'était pour le festival Montaut du Rire, je crois que c'était la 2e saison. Il me semble, parce que moi j'avais déjà fait l'année passée. Et je me rappelle parce que tu étais venu me parler avant le festival pour me dire que tu avais des sketchs, tu m'avais raconté tes sketchs, mais tu sais, sans contexte, sans rien, j'étais là, mais de quoi tu me parles? Je comprends pas, c'est pas drôle, mais c'est super dur à dire à quelqu'un. Mais quand tu fais un sketch comme ça j'étais au café où ça se faisait, qui s'appelait Arco Baleno à l'époque, et tu me demandes entre 2 trucs, et moi je devais juste aller aux toilettes, et tu me dis ouais, si je dis je m'appelle Nathan Drapa, mes parents ils m'ont appelé comme ça, du coup Nathan Drapa, et moi j'étais là, mais de quoi tu me parles? Et après quand même, tu viens pour ta première scène au calife du festival, tu tues tout le monde, super drôle, tout le monde se marre, tu finis le festival, tu as le prix du public, le prix du jury, attends, je l'ai noté, ouais, prix de la presse, prix coup de cœur du public pour tes premières scènes, c'est vrai. Et t'as fait une petite interview après, où t'as dit que c'est ta femme qui t'avait poussé à t'inscrire pour le festival. Ouais. Elle m'avait dit, elle dit, écoute, t'es capable. En gros, elle m'a dit, ce qui était drôle, elle m'a dit, en fait, t'es un couillon, t'es pas capable de le faire. En fait. Ah, elle m'a limite, elle t'a poussé un peu. Elle a été piquée dans ta fierté. Ouais.
Et ça marchait. Ça marchait, ouais. Ça marchait. Je me souviendrai toute ma vie, je m'étais garé un peu plus bas. Et avant de monter sur scène, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis dit, je vais pas y aller. Je vais pas y aller. Je vais me prendre un râteau. Tu sais bien comment ça se passe. Tu dis, mais je suis pas drôle. Parce que il faut savoir, quand on fait de l'humour, d'office, on se sent pas drôle. Moi, perso, je me sentais pas drôle. Bah, c'est bizarre parce que tu te sens pas drôle et en même temps tu te dis ouais si je me suis inscrit c'est quand même que au fond de moi je me sens drôle, mais est-ce que je suis assez drôle pour que les gens rient? Est-ce que ça a marché ce jour-là? Parce que c'est ça. on peut pas rire tout le temps non plus H24, sinon ce serait génial, les gens seraient en train de pleurer de rire partout où on irait, ça serait génial. Mais... Ouais, ça serait cool. Ouais, en fait, il y avait ça. Et puis c'est plus les gens qui disent que t'es drôle. Des fois, tu sais, quand t'es drôle dans le quotidien, ça devient normal pour toi, en fait. Ouais, moi j'avais pas pensé. Moi, je regardais énormément d'humour, je pensais pas le faire. Et un jour, c'est François Marotta, que tu connais, qui est un ami qui fait de l'impro aussi, qui me dit tu ferais pas ton spectacle d'humour? Et moi je fais faire un spectacle d'humour devant des gens, je vais écrire des blagues. Il fait, mais tu fais toujours les mêmes blagues, et tes blagues on les connaît toutes, il y a la moitié du sketch, tu fais tout le temps les mêmes phrases, les mêmes trucs parce que tu sais que ça marche, donc tu l'as refait. Et je fais bah ouais, c'est pas faux, je pourrais écrire un spectacle. Et genre j'ai écrit énormément d'un coup, genre j'ai jamais écrit autant de ma vie depuis, mais j'ai écrit quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, j'ai écrit 50 pages de vannes. Bon, après, découper, tu sais ce que c'est, ça revient à 3 pages. Mais j'ai pas arrêté, j'avais plein d'idées, plein de trucs. Mais au départ, je me disais pas, je veux monter sur scène. Pour moi, j'étais pas capable, j'étais pas drôle. Un peu comme toi, tu te dis, bah, c'est pour les autres, ça. Moi, faut que je fasse un vrai truc à côté, tu vois. Moi, je vais te dire, j'avais le sentiment de, voilà, je suis pas drôle. Et en même temps, pour revenir un peu sur toi, mais moi, la première fois que je t'ai vu, tu lisais ton texte sur une feuille, tu te souviens de ça? Tu lisais ton texte et tout. Mais tu sais, c'est con, hein, mais j'étais le premier gars que je connais qui faisait de l'humour, je vais dire, débutant. Tu vois ce que t'étais la première personne que je connaissais qui n'était pas passée à la télé, ou tu vois. Et je me dis, putain, en fait, c'est possible de le faire. Et quand je t'ai vu monter sur scène, oublier ton texte, et tout le monde s'est marré, et se dire, putain, mais moi le premier, je me suis marré comme un fou, je me dis, putain, mais il en a rien à foutre en fait, tu vois. En fait, non, parce que je savais que t'étais stressé, t'avais ce côté machin, après je l'ai su, mais. Et limite, j'étais fasciné par toi, je disais, putain, tu sais, lui il y arrive, putain, tu vois, il y avait. Non, mais c'est. On peut dire que j'ai lancé ta carrière. Ouais, voilà, dis-le. Mais je te jure, ça c'est vrai. Véronique, allez, ça fait partie du truc. Mais, si lui, il y arrive, je pourrais y arriver. En me disant, toi, l'effort que tu as fait pour y arriver et ce que tu as fait, je pourrais le faire aussi, tu vois. Et c'est de là que c'est parti. En voyant quelqu'un comme toi faire l'humour, en disant, il n'a pas plus que moi. Et, ouais, tu avais de la quiche que je n'avais pas, mais je veux dire, tu es parti comme moi de l'impro, tu n'avais pas de base de théâtre, de machin, et tu l'as fait. Et ça, je trouvais ça plus fascinant que des gens que tu vas à la télé, ils ont un parcours. Tu te dis, j'arriverai jamais à faire ce qu'ils font. En fait, quand tu fais ça suffisamment bien, c'est que ça doit avoir l'air simple. Ça a l'air simple. Et donc, tu vois pas le travail derrière, tu vois pas que le gars, il bosse depuis des années, qu'il fait des bides. Ouais, c'est ça. Tu vois un gars qui est tellement à l'aise avec son truc, qui ferait rire, peu importe ce qu'il raconte, en fait. T'as l'impression, c'est comme tu dis, t'as l'impression que c'est tellement simple pour eux. Mais en fait, c'est hyper travaillé, parce qu'on sait très bien comment ça se passe en humour. C'est fort travaillé, il faut bosser derrière, il faut rôder, il faut se prendre des bides, on le sait tous, et c'est comme ça que ça marche. Mais ça, on le voit pas forcément. Ah non, déjà, ce qui va être filmé, c'est rare que ce soit un bide, et si ça serait dur, tu aurais des spectacles de gens où ils font des bides, je suis pas sûr que le DVD se vende beaucoup. Mais j'ai un DVD de tous mes bides, et en bonus, il y a 10 bides. Moi, je paye pour acheter ce DVD. Je crois que je payerai aussi. Moi, je veux un DVD des bides de Gad Elmaleh. Et tu vois pas, on peut lancer l'idée en fait. Filmez tous vos bides. Les bides de Gad Elmaleh, du moins ce qu'il a volé, mais qu'on n'a pas vu. Vous voulez essayer vos vannes, donnez-les à Gad Elmaleh, il va les essayer pour vous. Et après, j'avais lu dans l'interview pareil que tu avais fait pour le festival de Montois du Rire, que tu avais fait un carton, d'ailleurs tu avais pris le prix que je n'ai pas eu. Tu l'auras un jour. Il n'existe plus. Voilà, le festival n'existe plus. T'avais dit dans l'interview, j'avais besoin de faire rire les gens. C'est vraiment un besoin. J'avais besoin, ouais.
un besoin que tu as de faire rire les gens ou que toi tu te marres à le faire? Tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, je crois que j'étais en dépression, mine de rien. Tu vois, j'avais fait un peu une dépression. Quand j'ai eu en fait, j'ai eu ma fille très jeune, j'avais 22 ans. J'ai acheté une maison avec ma femme. Ma femme est tombée enceinte, j'ai tout enchaîné. J'avais mes travaux, j'ai fait mes travaux en 3 mois. J'avais pris beaucoup de poids parce que bon, je mangeais très mal, j'étais pas dans un rythme de vie. Tu vois, j'étais en décalage un peu avec la vie. Tu sais, les amis, au final, ben, quand t'es plus là, ben, tu les vois plus. Moi, je suis un gars qui a toujours aimé rire avec ses potes et tu vois. Tu sais, vraiment, en groupe, j'ai toujours aimé rigoler et passer de bonnes soirées. Et j'éprouvais pas ce besoin à l'époque. Vu qu'on était entouré, j'avais beaucoup d'amis, j'étais entouré, j'avais pas le besoin. Je faisais rire mes potes ou à l'école, je faisais rire les gens. Ça allait, tu vois, j'avais ma dose de rire. Et à un moment, je l'ai plus eu, cette dose. C'est con, c'est comme un drogué. C'est vraiment une addiction. Et à un moment, besoin de faire rire les gens. j'avais vraiment ce besoin de faire rire les gens. Et quand j'ai commencé l'impro, j'ai retrouvé ça. T'as retrouvé, oui, parce que quand on fait l'impro, enfin, normalement c'est pas l'objectif principal, mais c'est de faire rire. Nous, on veut faire rire les gens. En tout cas, moi personnellement, l'impro, le but c'était de faire rire les gens. On faisait des fautes de cabotinage. Pour ceux qui connaissent pas l'impro, le cabotinage, c'est quand tu veux juste faire une petite blague pour faire rire les gens. Ça n'apporte rien à l'histoire. Limite, tu t'essaies que celui qui est sur scène avec toi, il craque et il se marre, ce qui n'est pas normalement bon pour une impro. Mais ouais, ça, moi, je voulais faire rire les gens. Moi, l'impro, c'était ça. C'était, je veux faire rire les gens, je veux être sur scène, je veux avoir ce truc. Et au final, oui, après, la scène est venue aussi un peu. Mais moi, j'ai pas fait l'impro pour ça. J'ai fait l'impro parce que moi, j'en regardais énormément. Bah, tu t'aimes bien l'humour déjà québécois en soi. Ah ouais, mais moi, je regarde énormément d'humour tout le temps. Ouais. Mais tu me disais tout à l'heure que tu regardais beaucoup d'humour avant quand tu étais petit, avec ta mère, tout ça. Est-ce que maintenant, enfin, depuis que tu as fait ta première scène, tu as continué à regarder beaucoup d'humour ou maintenant tu te dis j'en fais et j'en regarde plus? Parce qu'il y a un peu les deux côtés chez les humoristes. Il y a ceux qui disent j'en regarde tout le temps. Et il y a ceux qui disent j'en fais assez, j'en ai pas besoin d'en voir plus. J'en regarde plus. En fait, non. J'en regarde, mais je rigole beaucoup moins. Ok, oui. Bizarrement, je suis plus dans le. Dans l'analyse? J'analyse, ouais. Ce que j'avais au début aussi en impro, mais tu regardes les erreurs. Hein, ou alors tu regardes la mécanique des choses. Tu fais, ah ouais, moi je l'aurais pas fait comme ça. Ou ouais, je m'y attendais. Ou ouais, ça c'est simple. Ou ah ouais, là c'est bon. Tu vois, il y a ce côté où tu analyses. Il y a un peu le rire de l'humoriste qui regarde un spectacle en disant ah c'est bon. Voilà. Mais il n'a pas ri. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu regardes, tu fais ouais, c'est bon. Techniquement, c'est bon. Regarde, j'avais regardé le spectacle de Kian Kojandi qui est techniquement moi j'adore. hyper bon. Moi j'étais mort de rire. Ouais, voilà. Mais moi, j'étais pas mort de rire, mais je suis sorti de là parce que j'ai été le voir au Kings. Okay. Et j'ai vu celui sur YouTube et celui au Kings. C'était Pulsion. Parce que moi, j'ai vu d'abord Une bonne soirée, puis Pulsion. C'est-à-dire, tu vois, j'ai vu le deuxième avant le premier, on va dire. Ouais. Et j'ai vraiment fait, waouh, techniquement, c'est hyper bon. J'ai passé vraiment une bonne soirée, c'est le cas de le dire. J'ai passé une bonne soirée et j'ai apprécié le spectacle, mais j'ai pas ri aux éclats. Mais c'est pas forcément que j'ai pas aimé le spectacle. C'est waouh, il y a le geste technique. C'est comme regarder un match de foot en fait. Oui, tu vois le geste technique, tu te dis wow, c'est tellement fort. Tu sais, il y a des gens, tu regardes un match de foot, toi tu vois un gars qui fait une passe, l'autre non. Il voit le gars qui en fait a fait une talonnade à telle personne à tel moment parce qu'il a vu que... Il vient de courir 60 mètres, qui n'est même pas essoufflé. Ouais, et en humour c'est ça. On est un peu comme des supporters de foot très techniques, tu vois. Ah machin. Par contre, je suis pas un friand du tout de stand-up. Okay. Je suis pas un mec, bizarrement. Je regarde beaucoup de stand-up américains parce que je trouve que, bon, voilà, on sait tous que ça part de là. Et il y a des très bons, par exemple, j'ai regardé Kevin Hart. J'ai regardé tous ces spectacles, je suis mort de rire. Parce qu'en soi, déjà, la personne est très drôle. Après, c'est pas le mec que tu prends directement quand tu parles de stand-up. Souvent, on a plus tendance à parler d'un Louis C.K., d'un George Carlin, d'un Jerry Seinfeld. Tu vois, il y a ce côté. Mais par contre, j'ai rigolé. J'ai regardé ici un Italien, Sébastien Mascato. Il est sur Netflix. Ce gars m'a fait hurler de rire parce que ce mec a une gestuelle. Putain, mais moi, ça m'a fait rire. C'est une gestuelle. J'ai dit une gestuelle, putain. Une gestuelle. Putain, je l'ai pas avec l'accent américain, mais très mauvais du Texas. Gestuelle. Non, il a une gestuelle très, très.
elle est très parlante, tu vois. Et il parle des choses italiennes et ça me parle. C'est con, hein, j'ai pas eu de cette culture. Je suis à moitié italien, mais vraiment, j'ai compris. J'ai vu des clients, tu sais, parce que dans le métier que je fais, je vois beaucoup et ça m'a vraiment fait passer. Et j'ai rigolé. Et c'est pas des gens que tu penses directement au stand-up. Par exemple, en France, je regardais Arnaud de sa mère, je suis mort de rire. Arnaud de sa mère, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu de. Ah ouais, et pourtant, ça n'a rien à voir avec du stand-up. Tu sais, quand le mec il reste 10 minutes sur le mot baldaquin, t'es mort de rire. Parce que j'adore l'absurde en fait, j'adore vraiment l'absurde. Mais t'adores l'absurde, mais t'en fais pas. Bah, dans mes blagues, j'essaye tout doucement d'en amener en fait. Ok. Mais pour ceux qui n'auraient pas encore vu N'attendra pas, vous pouvez aller voir sur Facebook. Donc, si tu devais dire ton style, c'est vraiment du stand-up. Pour le coup, t'es sur scène, t'as un micro, t'as besoin de pas d'accessoires, pas beaucoup t'as pas des sketchs, tu fais pas des personnages, t'es toi sur scène. En fait, je pense qu'on prend d'office un personnage. Oui, mais t'es pas vraiment toi-même. Je suis plus, j'ai plus l'impression d'être, sincèrement, j'ai plus l'impression d'être à ma place sur scène que dans le public, par exemple, tu vois. C'est bizarre, c'est pour ça que j'ai peut-être cette impression d'être à l'aise sur scène, parce que c'est le seul moment dans ma vie où je dis, là, je suis à ma place. Et quand j'y suis, je me permets des choses que je pourrais pas me permettre dans la vie. C'est ça que j'adore, tu vois, de monter sur scène. Et c'est pour... Ouais, moi, je suis mal à l'aise, par exemple, quand les gens me complimentent après le spectacle. Ah ouais, mais ça, moi aussi. Mais ça, c'est horrible, moi, c'est horrible, je continue à le faire, hein, ça fait plaisir. Mais... T'es pas à l'aise, tu sais pas quoi leur dire, tu n'as pas le truc sur scène, tu sais ce que tu dois faire. Ouais. Après, quand on vient de dire j'ai adoré ce que vous avez fait, tu es là, merci, et après ils te disent autre chose, tu dis merci, mais tu sais pas quoi dire. Et pourtant, faut pas oublier que s'ils le font, s'ils viennent te parler, c'est que c'est déjà c'est hyper gentil, il faut jamais l'oublier. De deux, c'est un cadeau qu'ils te donnent parce que eux, ils ont adoré le spectacle. J'ai joué ici la dernière fois, j'ai joué mercredi passé. Tout le monde m'a dit on a adoré. C'était drôle, c'était un spectacle. Et j'étais mal à l'aise parce que pour moi, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Tu comprends? Oui, je vois, mais pour toi, t'as fait ton sketch, c'est drôle et... Ouais, je vais dire la vérité, c'est même pas un sketch. Je monte sur scène. Moi, je suis comme ça. En gros, si tu me demandes mon style d'humour, c'est un peu ça. Je monte sur scène, je sais pas ce que je vais dire au moment que je vais le dire. Je me bloque sur une idée en me disant, OK, je vais parler des couples. Parce que juste avant, l'humoriste a parlé de couples. Je me dis, je vais parler de ça. Et comme j'ai des blocs, en fait, si tu veux, j'ai un gros problème. J'ai une très bonne mémoire, mais je suis pas cadré dans ma mémoire. J'arrive pas à être structuré dans ce que je fais. Donc, tu montes sur scène sans savoir ce que tu vas faire? Très souvent, très souvent. T'as juste le sujet, par exemple? Pas forcément. Je demande aux gens, ça m'arrive souvent, je vous faites quoi dans la vie? Et ils me parlent d'un truc, et je déborde, et je parle, et de là, j'utilise mes blagues, en fait. Tu vois, j'utilise mes blagues, mes sujets, et je les rate. Parce que j'ai envie que les gens passent un moment de vie. J'ai pas envie que les gens voient un sketch. Je veux que les gens passent un bon moment avec moi. Okay. Je dois prendre du plaisir eux aussi. Parce qu'il ne faut pas négliger le fait de prendre, nous, en tant qu'artistes, du plaisir. Ça, on a toujours une tendance à oublier. Tu vois, on fait un débrief après une scène. Et je le rappelle souvent, je suis peut-être des fois même brut de décoffrage à ce niveau-là. Parce que bon, je suis pas toujours le mec avec le plus de tact, mais... Est-ce que tu t'es amusé? C'est important aussi. Je leur dis, ouais, amusez-vous. Vous vous cassez la gueule, on s'en fout. On est là pour se marrer. Et que tu te casses la gueule et que t'assumes, on s'en fout. On a passé un bon moment. Et ça, beaucoup de gens l'oublient, ce qui est dommage en fait. Et on se met une pression, je comprends pas forcément pourquoi. Mais quand tu dis on se met une pression, tu comprends pas pourquoi, mais toi, t'as une pression ou t'as pas de pression du tout? Vraiment pas? Moi, j'ai une pression quand on m'impose des règles. Quand on me dit... t'as 5 minutes, il faut que tu fasses 5 minutes. Ou on me dit, quand on me dit, ah ouais, c'est sur tel thème. Alors là, j'ai une pression. Parce que je suis assez exigeant avec moi-même et je veux vraiment avoir quelque chose de cadré. Par exemple, on parlait tantôt, juste avant le podcast, on a parlé de Rochefort. J'ai changé mon sketch au tout dernier moment à Rochefort. J'avais répété un sketch et j'ai dit, en fait, mais non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai pas envie de faire ce sketch-là. Je suis arrivé. Je parle aux gens, je leur dis pas, j'ai pas la force comme certains humoristes, arriver sur scène, avoir un sketch cadré au millimètre près comme toi. Toi, t'as besoin d'être... Moi, je suis incapable de monter sur scène si je sais pas de quoi je vais parler. Et pourtant, j'ai fait de l'impro comme toi, je sais que tu me lances sur un sujet, je pourrais faire un personnage ou faire un truc, mais pas faire du stand-up et pas faire un sketch. Et limite, moi, si quelqu'un me parle dans le public, je suis en stress de me dire est-ce que je vais savoir réagir sur ce qu'il va me dire pour pouvoir ramener dans mon sketch. Moi, je suis confort tant que c'est le sketch que j'ai prévu et que ça se passe bien.
si ça se passe moins bien, déjà, ça devient compliqué. Mais ça, tu sais ce que c'est quand les gens rient pas. Ça reste dur, même si non, tu dis... je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. Quand les gens rient pas. On va voir ça. T'es l'enculé, là. Je reviendrai à ça plus tard, t'inquiète pas. Mais ouais, moi je suis incapable de me dire je vais changer mon sketch avant de monter sur scène. Non, moi si j'ai une scène le samedi, du samedi d'avant au samedi d'après, je prépare ce sketch-là. Sérieux? Ouais. Ah moi non, ça me... En fait, moi j'ai commencé à jouer comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que je travaille. Humoriste, c'est pas mon métier. Donc on va peut-être préciser ce que tu fais. Je suis plombier dans la vie, chauffagiste plombier. Je suis un artiste intermittent du bâtiment. D'ailleurs, si on est dans cette pièce chauffée, c'est quand même grâce à toi qu'il y a mis le chauffage. Je préfère le boulot que j'ai fait chez toi. Mais bon, après. On est bien chauffé, on est bien chauffé. Non, mais est-ce que t'es meilleur chauffagiste ou meilleur humoriste? Bah, ça dépend, des fois je mélange les deux. Je dis, dis donc, vous voyez, je vous ai mis la chaudière sur le toit, c'est le truc. Mais non, en fait, si tu veux, je me suis dit, je peux pas bloquer une journée ou une soirée rien que pour l'humour. Je peux pas le faire. Ma vie me le permet pas. Je peux pas me permettre de bloquer des soirées parce que j'ai une vie de couple, parce que je suis avec ma femme depuis 14 ans. J'ai des enfants que j'adore être avec mes enfants. Parce que c'est le moment où moi j'adore vraiment. Moi, regarder un film avec mes enfants, je crois que c'est le top dans ma vie parce que j'adore ça. Et passer des moments avec mes enfants, j'adore ça. Et avec ma femme aussi, voilà, beaucoup moins que mes enfants. J'espère qu'elle écoutera ce podcast. J'espère. Non, mais je peux pas me permettre ça. En fait, si je veux être chien, je coupe quand tu dis les je t'aime après. Et je remets juste plusieurs fois. Ouais, surtout mes enfants. Et tu prends un moment connasse, machin. Tu veux dire tous les seuls mois si tu les cases où tu veux. Un montage avec tout, t'inquiète. Et non, et si tu veux, je pouvais pas me permettre de faire ça. Et je me suis dit, c'est simple. Je vais utiliser mes défauts comme des qualités. J'ai une bonne mémoire, comme je t'ai dit. Mais je suis pas structuré, c'est simple. Je vais écrire tout comme des rappeurs. Les rappeurs, c'est des punchlines en permanence. Je vais bosser toutes mes vannes. Toutes mes vannes, je vais les bosser. À chaque fois que j'écris une chose, j'ai une tendance à la retenir. Bizarrement, je sais la retenir, tu vois. Et j'ai pas ce stress quand je suis sur scène de me dire « Oh mon Dieu, il faut que je fasse cette blague-là ». J'ai pas ça. Je la fais, je la fais pas, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Et aujourd'hui, des fois, je monte avec mon carnet, je note, je fais un canevas, je fais « Ok, bon, voilà, je vais aller là, tu vois. » Je vais hop. Et c'est tout. Vraiment, c'est comme ça. Et je me dis, tu sais quoi, je vais utiliser cette faiblesse comme une force. J'ai travaillé comme ça. Je dis, c'est fini. J'ai pas envie de me mettre une pression. J'ai envie de m'amuser sur scène. Et je me dis, tu sais quoi, je vais monter. Et j'ai poussé, je te jure, j'ai poussé au dernier retranchement le fait d'arriver au dernier moment, de rien répéter pour voir ce que ça fait d'arriver sur scène et rien avoir dans la tête. Et c'est une pression que je me suis mis exprès, en fait. Et des fois, j'ai cherché le bide. Hein. Je te jure, je voulais chercher un bide pour comprendre des choses. Hein. Et je dis, mais je veux bider à cet endroit-là, je veux bider. Comme je t'ai expliqué, j'ai joué une scène à Namur, je suis monté, c'est la première fois de ma vie où je ne cherchais pas à faire rire les gens, j'ai simplement eu une discussion avec eux. Et bien, de là, on a sorti des rires, on a rigolé ensemble, j'ai rigolé avec eux, ça s'est super bien passé, je suis parti, mais je n'ai pas cherché à le faire rire. T'imagines, je suis un humoriste et je m'en souviens, je ne fais pas faire rire les gens. C'est fou, ouais. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre ça, je t'avoue. Moi, mais voilà, je suis... Bah, c'est bien, c'est-à-dire que t'es super à l'aise avec le public, super à l'aise sur scène, super à l'aise avec ta capacité en fait à faire rire les gens au final. Je me fais confiance en fait. Je crois que c'est ce qui nous manque souvent dans notre métier, dans le métier d'humoriste, c'est de se dire... on a une tendance à se baser très souvent sur un ressenti, pas sur de l'acquis. Et ça, c'est une chose... Toi, tu as beaucoup d'acquis, Régis, mais tu t'en rends peut-être pas forcément compte. Mais ton texte, tu le connais au final. L'impro, je t'ai vu en faire, t'en fais hyper bien, Régis. Mais non, mais tu as une bonne répartie, tu comprends? Regardez juste cette partie du podcast. Tu peux la garder. Alors, je me suis jeté des fleurs. mais tu es très bon improvisateur. Et je sais très bien que si quelqu'un te lance sur quelque chose, si simplement dans ta tête, tu te dis... C'est quoi? Je vais improviser. Et même si je me mange un beat, c'est pas grave. Je vais vivre un moment de vie. Je vais faire quelque chose, je vais vivre ce moment. Tu fais, ça marche. Parce que, pourquoi ça marche? Parce que tu as pris du plaisir et les gens vont en prendre automatiquement. Ouais, c'est ce qu'on dit en impro aussi. Hein. Si tu prends du plaisir, le public prendra du plaisir, normalement. Tu sais combien de règles d'impro j'ai pris pour mes propres sketchs? Combien de techniques que j'utilise? Moi, on parlait du festival MDR. Le sketch qui m'a fait gagner en finale, je ne l'ai jamais écrit, ce sketch-là. Je ne l'ai pas écrit et je l'ai utilisé comme de l'impro. Okay. T'imagines que j'ai lu dans un carnet que j'avais écrit, mon père nous achetait les glaces Calipo. Et je te jure, c'est la seule phrase que j'avais dans notre... sur tout le sketch. Ouais. Et en fait, ça découle du fait que mon père est radin. Je dis, c'est quoi, je vais parler de ça.
toute façon, qu'est-ce que tu veux? J'avais quand même rien. T'imagines, je n'avais rien. Il faut savoir, ainsi pour les gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter, il faut savoir que quand j'ai fait le MDR, j'ai fait les qualifs. J'avais écrit un sketch pour l'occasion, d'accord? Puis on me dit, ça va, t'es pris pour les demi-finales, t'as 15 jours. Mais j'avais 15 jours pour écrire un sketch. Je réécris un sketch. Mais quand on te dit de la demi-finale à la finale, t'es pris, et on te dit le jeudi soir, c'est-à-dire le vendredi très très tôt au matin, on te dit t'es pris pour samedi, il faut un nouveau sketch, et que tu sais, t'as jamais écrit de sketch de toute ta vie, et que tu sais pas comment faire, je te jure que j'ai passé le samedi le plus long et le plus stressant de toute ma vie. Et je me dis, et je te jure, je voulais annuler. J'étais hyper mal. Je me dis, c'est pas possible. Comment? Je savais pas enlever cette pression au fond de moi. Et je me dis, tu sais quoi? Tant pis en fait. Tu sais quoi? Je vais improviser. J'ai toujours été guidé par ça, par l'impro. Je vais improviser. Et au final, tu chopes le prix de la presse et le prix coup de cœur du public. Là, j'étais spectateur. J'hésite à couper le podcast et à te dire que je te déteste et tu peux. et à reprendre mes chips. Mais pour moi, c'est très fort, mais après, moi, je suis pas autant à l'aise sur scène que toi, donc j'ai du mal à comprendre ça, mais je trouve ça génial. Après, ça m'avait fait rire quand t'étais monté sur scène parce que toutes les blagues, tu me les avais faites, mais sans contexte, il y avait des vannes que t'avais mises dedans, et je me suis dit, mais merde, toutes ces blagues sont super drôles, super bien amenées, avec la bonne intonation, le bon rythme, le bon truc, mais naturellement, parce que comme tu dis, tu les avais pas écrites, t'as juste improvisé, et t'avais des punchlines qui étaient prêtes, et à les placer dedans, et franchement, on était tous surpris, parce qu'on se disait, Nathan, il va essayer, c'est sa première scène, allez, essayer. C'est sympa, cette première scène, c'est toujours difficile, et tu fais une première scène qui est bien meilleure que tous ceux qui avaient préparé leur sketch, presque. Moi compris cette saison-là, tu vois. Mais tu sais, au fond d'avoir gagné n'a pas été forcément bénéfique. Ça l'a été, mais après coup. Tu comprends? Moi, je me souviens quand j'ai gagné ce festival, je suis arrivé, tu sais, j'ai été jouer ailleurs parce que, voilà, tu sais, il n'y avait pas autant de scènes qu'aujourd'hui. J'ai joué au Spotlight à Lille et je suis parti en mode je suis drôle. Tu sais, je suis drôle. T'es parti avec la confiance. Confiance, je suis drôle. Et là, je me suis mangé une claque. Mais une belle, hein. Ça m'a ramené au terre-terre. Oh, t'es pas drôle, hein. Ouais, t'étais peut-être drôle devant des Montois ou le machin. Mais aujourd'hui, là, c'est chaud sérieux. Les gens qui étaient avec moi à cette scène-là étaient hyper drôles. Ils avaient plus d'acquis que moi. Et puis, j'étais un peu dégoûté parce que je suis pas drôle et tout. J'ai fait Rémi Court. Rémi Court, même chose, m'a fait une calotte vraiment une vraie calotte. Vraiment, je me suis pris un bide. Un bide. Grâce à ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça? C'est comme ça que tu veux faire les choses? Et là, j'ai compris que c'était pas comme ça que je voulais faire les choses. Mes premiers sketchs, je les ai plus jamais utilisés. Par mon prénom et mon nom que j'utilise encore, j'ai plus jamais utilisé Black-là. Et j'ai vraiment rebossé. J'ai repris à zéro, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, je suis pas sûr de gagner le festival avec mon humour. Ou peut-être je le gagnerai 2 fois plus, ou tu vois. Je suis pas sûr de tout ça, en fait, tu vois. Tu sais, j'ai fait Rémi Court, je suis arrivé en finale, voilà. Je suis arrivé en demi-finale, en demi-finale ou en finale? En demi-finale, je suis arrivé en demi-finale Rémi Court. J'ai eu l'audace de prendre chaque soir un sketch différent. Et les autres ont repris des sketchs qu'ils avaient déjà fait, et ils sont basés sur des choses acquises qui étaient très bien, et ça a marché. Et moi, je suis arrivé avec l'audace de... En fait, je voulais m'amuser, en fait, je m'en foutais. Parce que comme j'avais raté Rémi Court la première fois, et que là, que j'avais été pris en demi-finale, j'avais déjà gagné pour moi. J'ai dit, ok, je vais m'amuser. Je me suis amusé. Et au final, grâce au fait que j'ai pas gagné, mais ça m'a ouvert beaucoup d'autres portes. Ça m'a ouvert d'autres opportunités. J'ai joué là, j'ai joué ici. Tu vois, vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des... Grâce à ça, en fait, tu vois, je me suis amusé. Et quand j'ai compris qu'en fait, si tu t'amuses, ça marche. Voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, donc, tu fais beaucoup plus de scènes qu'au départ, parce que maintenant, il y a beaucoup plus de scènes. Tu es dans 2 collectifs. Tu es dans le collectif You Rire et dans le collectif What the Fun. Je suis aussi résident au Monstre Comedy Club. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver Nathan le 1er avril au Théâtre Royal de Mons. Rien que ça. Il y a encore des places? Tu fais de la pub? Diffusion menuiserie. Il y a encore des places pour... Je pense que oui. Il y a encore des places. Mais dépêchez-vous. Dépêchez-vous, prenez vos places. Je ne sais pas quand sort ce podcast. Et donc, tu es dans le collectif You Rire, dans le collectif What the Fun. Tu montes sur scène plus ou moins à quelle fréquence? Genre une fois semaine? J'essaie une fois semaine, ouais. Une fois semaine. Mais je suis pas un bouliméque de ça, moi. Je préfère la phase d'écriture que des fois jouer. Ok. C'est marrant, ouais. Donc, tu montes une fois par semaine.
Non, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Et, mais donc, t'as pas cette envie, enfin, je sais pas si tu as cette envie de faire ça à temps plein. De faire l'humour, genre de quitter ton boulot et de faire humoriste à temps plein. Ben écoute, sincèrement, je sais pas si ça serait bénéfique pour moi en fait, de le faire à temps plein. Parce que j'ai l'impression que mon travail me nourrit dans mon stand-up. Parce que je suis toujours au contact en permanence, je suis toujours dans ce monde où il faut être rentable, aller vite, tu vois, il y a toujours ce contact avec les autres. Je pense que quand tu arrêtes l'humour, tu vis un peu en décalé des gens. Tu vois, tu vis la nuit. J'ai pas l'impression que tu écris plus en fait. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai des amis qui ont arrêté et ils sont devenus indépendants en humour, ils ont un statut d'artiste et ils pensaient, et j'en ai parlé avec eux et je trouve ça hyper bien de le faire et franchement, il faut faire ce qu'on a envie dans la vie. Ils l'ont fait et ils pensaient plus écrire et au final, ils écrivent pas beaucoup plus. Ils ont une journée, mais tu sais comment ça se passe. Tu as ton GSM, tu as la TV, et vu qu'au final, tu n'as pas vraiment de pression. Tu vois, t'as pas de pression du bah ouais. Ouais, mais quand t'as une scène à faire, t'as une certaine pression. Après, toi, tu me dis que t'as beaucoup moins la pression, mais moi, ça me pousse. Si j'ai une scène prévue, j'aurai un sketch à prévoir et je vais bosser dessus, tu vois. Mais après, tout le monde n'a pas la même pression que moi, je sais bien. Non, mais beaucoup de gens sont comme toi et c'est bien, c'est une bonne chose. Moi aussi, quand j'ai une scène, j'ai pas la pression de rater, j'ai pas peur de me dire je vais rater, ça me dérange pas parce que je sais que c'est dans le jeu, c'est comme ça que ça se passe, on le sait tous. Mais par contre, j'écris parce que ça me plaît de faire de nouvelles choses. Okay. J'écris parce que j'aime pas répéter ce que je dis. Ouais, t'aimes pas la monotonie de voilà. faire un truc que t'as déjà fait. Voilà, j'aime pas la monotonie dans mon humour, j'adore, comme je te dis, j'aime bien un petit peu improviser, j'aime bien mélanger, j'aime bien utiliser. Tu sais, quand tu as écrit une nouvelle blague qui marche, je l'ai encore fait, tu es fier de toi, tu fais ah, c'est drôle. Et tu sais, ce que j'adore, c'est les blagues très techniques. Aujourd'hui, j'essaie d'avoir des blagues beaucoup plus techniques. Regarde, j'ai un exemple concret avec toi. Tu sais, la dernière fois que tu es venu au Monstre Comedy Club, je sais pas si tu te souviens, je faisais une blague sur le cyclisme. Oui. Et cette blague-là, tu me dis, ouais, cette blague, elle est drôle, mais on s'y attend. Et tu me le dis, entre des humours, entre nous, tu me dis... Bah, on aime des fois bien se faire un petit retour. Et moi j'adore ça. Quand on se connaît, j'aime bien ça. Si c'est un humoriste que je connais pas, qui vient me dire après... ce truc-là ainsi, je fais mais je te connais pas. Moi j'ai ce problème souvent. Moi j'ai du mal. Si je connais la personne et que je sais comment ça marche et je sais que c'est avec un bon fond, tu vois, qui veut juste que ta vanne elle soit améliorée, là je suis content. Mais c'est quelqu'un que je connais pas, je sais pas ce qu'il me veut et je me sens un peu jugé aussi. Et du coup, si c'est un pote, c'est super. Tu viens me dire un truc sur un sketch. Je vais y repenser en le refaisant, en le retravaillant, quoi. Et donc, là, je t'ai dit, on s'attend à la fin. Mais parce que tu disais, moi j'ai souvent ce problème. Quand on fait un débrief, des fois tu joues avec des gens que tu connais pas, et moi j'ai une tendance, à le dire, à dire ouais, ça c'était pas bon. Mais je le fais avec aucune méchanceté. Je le fais vraiment avec. J'ai toujours dans mon esprit, je veux que tout le monde soit bon. Tu vois ce que je veux dire? Et je veux vraiment lui donner une partie de moi en disant ça serait drôle si. Après, c'est mon avis personnel. Et des fois, c'est peut-être mal perçu. Si on ne te connaît pas, ça peut. On me l'a souvent dit et au fond de moi, je me dis mais c'est pas méchant. Et si j'ai une fois, malheureusement, et je sais que ça a déjà arrivé, brusquer quelqu'un dans ça, je m'en excuse parce que c'est vraiment gentil, tu vois, c'est gentil. Je le fais vraiment avec de la bonté. Mais c'est parce que quand c'est tes vannes, c'est un peu tes bébés, tu te dis ils sont beaux, je les aime bien, puis tu les testes, ça marche pas tellement, donc ou quand ça marche bien, t'es tellement content, tu te dis c'est moi qui l'ai fait et tout. Quand ça marche pas, tu fais je vais peut-être la changer, mais je l'aime bien, est-ce que je la retire, est-ce que je la change? Des fois t'as du mal à changer des trucs et la plupart du temps quand tu te dis est-ce que cette vanne est bonne, faut la supprimer. Tu te dis, si tu poses la question, c'est qu'elle est pas assez bonne. Généralement. Après, il faut l'essayer plus d'une fois. Ouais, des fois tu peux l'essayer 100 fois et ça peut rire 100 fois et la centième aller à la 99e fois, elle a moins marché ou elle a plus marché, tu vois. Et une vanne, un public n'est pas l'autre. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est aussi une partie de soi. On a peur d'être jugé.
Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, en tant qu'humoristes, après, tout le monde, il y en a qui le font vraiment, je pense qu'il y en a qui le font parce que, voilà, ils sont, ouais, ça c'est nul, tu vois, ils sont trop tranchés peut-être sur les trucs. Moi, si je donne mon avis, si je dis, voilà, parce que j'estime que si on fait un débrief, c'est qu'on a le droit de donner son avis, tu vois. Et je trouve que ça ne fait qu'améliorer les choses en avant. Si c'est pour un débrief, il faut dire, toi, t'étais génial, toi, t'étais drôle, ça ne sert à rien. Tu vois, un vrai débrief pour moi, c'est dire à quelqu'un, ça c'était drôle, mais attention, ça c'était moins drôle. Ou ça, tu pourrais le travailler. Et je pense que moi, ça peut, on peut juste dire ça peut être encore plus fort. ça peut être encore plus fort. Alors, tu peux utiliser la technique du sandwich. C'est une technique qu'on utilise dans les entreprises. En te disant, écoute, c'est génial ce que tu fais, c'est génial, mais attention à ça, parce que tchic-tchac, et puis, mais n'oublie pas ce que tu faisais, c'était génial. Tu vois? Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment. Ça fait passer plus facilement. Voilà, pilule. Et c'est vrai que des fois, j'utilise ça en disant, voilà, quelqu'un. Moi, j'adore quand quelqu'un me dit, je te jure, c'est con, je suis peut-être sadomaso à ce niveau-là, mais j'adore quand quelqu'un vient me dire, moi, j'ai pas aimé ça. Et je me focalise là-dessus. Ah, mais moi, je préfère qu'on me donne un retour négatif que pas de retour, par exemple. Ah, moi, je m'en fous. Limite, le retour, je m'en fous. Mais je m'en fous dans le sens où, voilà, je me dis pas, ah, j'ai pas eu de retour. Mais si quelqu'un, c'est con, mais quand quelqu'un dit, j'adore le spectacle, d'office, je dis, ouais, mais qu'est-ce que t'as moins aimé dedans? Et pourquoi on fait ça? Parce que t'as envie que ce soit meilleur. T'as envie de faire un truc que t'es fier et tu veux l'améliorer, ouais. En fait, ce qui est, quand je dis que je veux des retours, c'est dans le sens, si ça a fait rire, je le sais. Tu les as vus, des fois tu vois le public, des fois tu les as entendus, mais des fois tu fais un truc et tu sais pas si c'était bien ou pas, ça rit mais pas de folie non plus, et tu veux savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et des fois les gens sont juste, bah j'ai bien aimé, c'était drôle, c'est tout, mais après on leur demande pas plus, tu vois ce que je veux dire? Non, on leur demande pas plus. On leur demande pas un avis d'analyste de l'humour, de trucs à cette minute-là, peut-être que si tu utilises ce mot-là, non, ils vont jamais te dire ça, tu vois. Mais nous, entre humoristes, comme tu dis, quand on se connaît, on a une tendance à dire machin, gars, comme moi, je reviens sur ce que je te disais. Tu me dis, ouais, la blague sur le cyclisme, pour ceux qui ne connaissent pas cette blague, c'était parce que je voulais vraiment parler d'homophobie. Parce que je trouve ça tellement ridicule, l'homophobie. Non, mais allez, c'est con, quoi. Les gens font ce qu'ils veulent. J'ai beaucoup d'amis homosexuels, et voilà, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Et voilà, tu vois, pour moi, tout le monde est égaux. Et je trouvais ça tellement con qu'il y a des gens homophobes sur la Terre. Je me dis, mais comment tu peux arriver à ce stade-là de la vie? Clairement. Je vais dire que je suis d'accord avec toi parce que je suis obligé de dire que je suis d'accord avec ce genre de sujet. Je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Il est d'accord. Non, mais voilà, tu comprends. Non, mais d'office, clairement. Je trouve ça con. Non, mais moi, je comprends même pas qu'on en discute encore, en fait. Voilà, c'est comme l'égalité homme-femme. Déjà, si on parle d'égalité, pourquoi un homme et une femme, on est égaux? Il n'y a pas de... Tu vois, on est des êtres humains avant tout. Ouais, bah, je suis avec toi. Je comprends pas qu'on en discute encore. Il y a un débat là-dessus, tu vois. Des fois, je me dis, putain, mais il y a un débat là-dessus. Ouais, faut arrêter. Des longs débats. T'as des émissions de télé où mais une femme... Mais putain, on s'en bat les steaks, vraiment. Et bien, on rigole. Ouais, voilà. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un qui est homosexuel, moi, je vois la personne avant. Je m'en fous de ce qu'il fait, de sa vie. Il est heureux, c'est bien. Il est heureux, on passe un bon moment. Voilà, tu sais, on a fait du théâtre, j'ai fait du théâtre, mais tu sais bien que dans ce monde-là, il y en a beaucoup. Et, non, mais on le sait tous, on le sait bien, comme dans le football, il y a beaucoup d'homophobes aussi dans le football, tu vois. Et voilà, après, je dis pas que dans le football, attention, mais dans les sports, tu sais bien qu'il y a des mondes comme ça où il y a plus de trucs, plus de... Je trouve ça con, on s'en bat les steaks, voilà, on vit notre vie, chacun fait ce qu'il veut, et voilà. Et pourquoi football? Je te parlais de ça parce que à la base, j'avais vraiment lu un article. Et cet article disait, oui, que le monde les sportifs les plus homophobes, c'est le football. Je me dis, mais comment? C'est complètement con. Je dis, mais comment ils ont réussi à... Mais ouais, c'est ça. Tiens, là, ils sont... Je dis, c'est débile. Ok, si tu as mis tous les sports, tu as regardé tous les sports, là, je suis d'accord, tu vois. Mais si tu me sors un machin... Tu sais, c'est un article sur Internet, là, tu sais, les trucs... Oui. Je me dis, c'est le mec qui a écrit ça qui doit être complètement débile derrière son PC. Et même lui, je suis sûr, il était gêné d'écrire ça, tu vois. Je faisais une blague sur l'homophobie en disant que, voilà, sur les sports, sur l'homophobie dans le sport. Et un mec, tu me dis, cette blague sur le cyclisme est attendue. Elle est attendue. C'est drôle, mais c'est attendu. Et je me dis, mais il a raison, en fait. Et je me dis vraiment ça au fond de moi. Je me dis, putain, il a raison. Il y a vraiment... En fait, je faisais cette vanne-là parce qu'elle était prise dans un bloc.
Elle était et j'avais jamais tilté sur cette vanne. Je la faisais, mais sans plus. C'est pas une vanne, ah mon Dieu, c'est la vanne qui me plaît dans mon sketch, tu vois. C'est vraiment une vanne de transition. Voilà. J'en parlais, je vais en parler, mais j'abordais pas la façon que je voulais, mais je la laissais. C'est con à dire, mais tu sais bien, il y a des vannes, elles sont là parce qu'elles sont là, tu vois. Parce que tu l'as en tête et tu l'as dit. Et je me dis non, et je réécris une blague sur l'homophobie. J'ai vraiment envie de parler de ça. J'ai dit, ok, j'ai vraiment envie de montrer la débilité de ça. Et je fais une blague et je change cette blague, en fait. Et je la fais au MIB, tu vois, à Bruxelles. Et la blague marche hyper bien. En fait, elle mais vraiment bien. Je change vraiment. Je parle plus du tout cyclisme, je parle de nanosport, je parle du kayak. Les gens ne. Après, voilà, si un jour vous avez l'occasion de me voir en skate, vous allez comprendre. Mais les gens se disent, mais où il va? Et quand à la chute, ils font, ah ouais, ok. Mais quand tu ne vois pas venir la chute, elle est beaucoup plus forte. C'est ça. D'office. Je crois que les meilleures vannes, c'est quand même un humoriste qui a l'habitude, ou quelqu'un qui a l'habitude de voir des sketchs, il se dit, il va dire ça, et tu te dis autre chose, tu fais, oh, c'est fort. Ouais, mais moi, c'est ce que je fais dans toutes mes blagues. Hein. Mais c'est ça, en fait. Moi, si tu veux, dans mes blagues aujourd'hui, tu sais, au début, quand tu écris, tu commences, tu prends des raccourcis, tu parles de clichés, tu parles des choses que tous les gens connaissent. Tu sais, il y a ce côté raccourci dans l'écriture. Parce que c'est pas que tu es flemmard, ou c'est parce que tu comprends pas les codes. Il y a des codes, tu les comprends pas forcément. Plus j'en fais du stand-up et plus j'écris, plus j'arrive à affiner mon écriture, à me dire, ah ouais, d'accord, ok. Et c'est une connerie, mais tu sais, au début, tu sais, tu pars, on va dire, tu commences une blague, du point A au point B. Et puis tu dis, bah, allez, je vais essayer de passer du point A au point C, tu vois. Tu vas essayer d'aller un peu plus loin dans ton explication, tu vois. Et aujourd'hui, moi, dans mes blagues, c'est ça. Comme tu dis, souvent, je fais une blague où les gens se disent, ok, on s'y attendait. Et derrière, et c'est là la vraie blague pour moi, derrière, je fais vraiment un truc où les gens se disent, ah ouais, on s'y attend pas. Et c'est là qui marche le plus. C'est ça qui est hyper drôle, en fait, dans une vanne. De toute façon, une vanne reste une surprise. Hein. Tu vois, pour moi, c'est une vanne, ça doit être un cadeau, une surprise. Ah ouais, putain, on s'y attend pas. Je pense qu'il y a des techniques pour écrire des blagues. Hein. Tu sais, t'as des techniques... Oui, il y a des règles parfois à respecter, t'as de la théorie, mais en même temps, chacun écrit un peu comme il le veut au final et a son propre style. Ouais. Moi, j'ai pas de théorie fixe à donner sur des trucs, à part peut-être, je sais pas, t'as la règle de 3, par exemple, quand tu cites des trucs, tu vas citer 3 exemples. Ouais. Et chaque fois, il faut que celui d'après soit un peu plus fort et que le dernier soit ton plus fort, par exemple. Ouais, en fait, faut que la règle de 3, pour moi, c'est une vanne où c'est deux choses qui se suivent par logique. Par exemple, je sais pas, je suis chez toi, il y a une table, il y a un meuble, et puis derrière, il y a une table et un meuble, pourquoi il y a un hippopotame? Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est un décalage, en fait. Ouais, que le troisième, soit on s'y attend pas, soit qu'il soit plus fort que les deux autres d'avant. Ouais. Mais après, ça, je pense que c'est un peu la base de règles. Tu sais, c'est comme quand tu apprends à faire du sport. Tu sais, moi, j'ai fait du skate pendant des années. Au début, tu apprends à faire un ollie. Et tu sais, c'est la base. Tu es obligé d'apprendre un ollie pour savoir faire un flip, puis tu es un 3-6 flip. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la base. Après, pour comprendre un peu un mécanisme de blague. Après, moi, j'applique des règles qui ne sont pas forcément des règles de stand-up. Par exemple, ici, j'ai bossé sur le fusil de Tchekhov. Je sais pas si tu connais la règle du... Non. En gros, la règle de Tchekhov, j'ai raccourci parce que bon, je ne vais pas te la dire en détail, mais en gros, si tu veux, Tchekhov, il explique, si tu parles dans le premier acte, qu'il y a un fusil. Tu rentres dans une pièce, dans un salon, et dans ce salon, il y a une cheminée. Au-dessus de cette cheminée, il y a un fusil. Mais il faut que dans le deuxième ou le troisième acte, il faut que ce fusil, il ait une utilité. Si tu en parles, il faut que cette information soit utile. Tu comprends? Et c'est une information qui est peut-être anodine quand tu l'as dit, mais après coup, tu fais « Ah ouais, putain, tu vois, ah ouais, il en a parlé. » Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ah, c'est fort, il en a parlé avant. En fait, je pensais que ça servait à rien, mais si... Ouais. T'as tout compris, c'est ça. C'est ce que fait beaucoup Kian Kojandi dans Pulsion. Ouais. Il met plein de trucs et il revient dessus plus tard et il revient et c'est très fort, plein de running gags comme ça. Ouais. Et d'informations que tu te dis c'est pas important, mais en fait 2 minutes après ça le laisse, c'est super important. Voilà. Ouais, il utilise ça. C'est une. Je pense que c'est un dérivé de ça, je pense. Lui, il l'utilise encore différemment. Je pense que c'est plutôt des informations. Tu sais, il sème un petit peu des informations par-ci, par-là. Et puis, comme tu dis, il les réutilise, mais différemment. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà, c'est un peu le principe de truc. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, j'écris des blagues comme ça. J'écris des blagues, ou j'ai une blague, ou ce qui est drôle, c'est que cette blague, j'adore la faire parce que techniquement, cette blague, elle est longue,
J'adore la faire. Et j'essaye que l'information que je dis, qui va clôturer la vanne, passe vraiment... voilà, ça passe quoi, elle passe. Et quand je fais la chute, il y a toujours 3 secondes où les gens font « Ah ouais ». Alors on s'est fait couillonner, tu vois. Et j'adore ce moment-là. C'est la vraie surprise. Ouais, vraiment, je cherche une surprise dans les blagues. J'essaye Quand je te dis que j'étire une blague au maximum, il y a des blagues où j'ai étiré au maximum de ce que je pouvais. Tu sais, au début, tu fais, bah oui, tu vas aller dans... Au début, je pense que tu vas dans une certaine logique, en fait. Tu dis, par exemple, j'ai perdu mes cheveux. Une connerie, mais j'ai perdu mes cheveux parce que je vieillis. Je commence à avoir de la calvitie. Puis tu vas, j'ai perdu mes cheveux parce que ma femme me les a coupés hier soir. Et puis tu peux sortir une vanne, genre j'ai perdu mes cheveux parce qu'en 44, il y a eu ça, tu vois. Et tu peux aller hyper loin dans le truc, tu vois. Et c'est ça que je t'explique, tu vas encore plus loin. Et ça, pour moi, je trouve ça hyper drôle quand tu fais une blague où tout le monde se dit, OK, il va dire ça. Et que derrière, en fait, putain, il a été vachement plus loin à réfléchir, quoi, tu vois. Ouais. Moi, si je devrais terminer mon humour, je fais le faux con. Ok. Putain, ça donne trop bien un faux. Pouf, les gens vont voir un faux con. Et ils disent, putain, mais c'est un faux con. Non, un faux con en 2 mots. Ouais, j'aime bien donner l'idée que je suis très con dans ce que je dis. Que derrière, après, en fait, ah ouais, putain, lui, il y a pensé. J'adore ça, en fait. Et du coup, pour avancer dans mes questions, parce que sinon je ne dirai jamais tout. T'inquiète, parce que je sais que tu aimes parler. Il aime parler, Nathan, il aime parler. C'est pour ça que je l'ai invité dans le podcast, parce que je savais que j'aurais... je pensais que c'était pour mes claps. Tu sais, le mec, j'aurais de quoi faire. Je fais bien des claps. Du coup, pour le moment, t'es en rodage pour ton spectacle ou tu rodes pour ton spectacle qui s'appelle Outsider? Outsider, ouais, je l'ai appelé Outsider. Pourquoi tu l'appelles Outsider? Outsider, tu sais ce que c'est un outsider? Ouais, je sais c'est quoi un outsider. Qu'est-ce qu'un outsider? Un outsider, c'est quelqu'un qui se fait différent des autres, qui se tient à l'extérieur des autres, qui est out, qui se tient à l'extérieur et qui observe les autres, qui est différent. Ouais, différent. Ouais, entre autres, il y a cette partie-ça. Il y a aussi ce côté un petit peu, tu sais, Rocky. Rocky, c'est un outsider. C'est un mec, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas. Tu te dis, OK, ça va être le perdant et c'est le gagnant. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu regardes Rocky, c'est ça. Hein, c'est l'histoire d'un outsider. Tout le monde se dit qu'il va perdre et au final... Il perd, en fait, à la fin de Rocky. Tu regardes, il perd, mais... Il vient de spoiler Rocky. Et je t'ai dit que c'était son père à la fin de ça. Merde! Putain, non! On vient de spoiler Rocky. Désolé, les gars. Et pourquoi outsider? Parce que c'est un peu mon parcours, en fait. Mon parcours, j'ai toujours été un mec... limite, on m'a pris... Quand j'ai commencé dans l'humour, on me prenait parce qu'il y avait que moi. Bon, on va le prendre, lui. Tu vois ce que je veux dire? Il est là. Donc bon. T'as tout compris. Bon, OK, on a pris tout le monde. Bon, il reste Nathan, il reste machin. Et je jouais et ça se passe bien, en fait. Et les gens se disent, mais ouais, en fait, ça se passe bien. Je dis pas, attention, je dis pas que je suis pas le plus drôle de la Terre, c'est pas ça que je dis, loin de là. Hein. J'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Mais j'ai toujours essayé de faire rire au maximum de ce que je pouvais. Et je me suis toujours donné à fond quand je faisais une chose. Même si je prends du plaisir, je me donne à fond dans ça. Et les gens sont surpris. Et putain, j'ai eu le cas avec Benoît. Hein. Avec Benoît, j'ai eu le cas. Moi, Benoît, je l'ai dépanné. Il m'avait plus vu jouer depuis 1 an. Bah, tu sais, le style, mon travail avait changé. Et il me voit jouer après 1 an. Il dit, bah ouais, en fait. Le mec, il a bossé. Ouais. Il est pas resté au même niveau. T'as tout compris. Ah ouais, mais ça, c'est. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et il y a ce côté où les gens ne s'attendaient pas forcément à moi. On s'attend pas à que tu progresses comme ça. C'est vrai qu'à moi, à chaque fois que je te vois, parce qu'il y a toujours un délai entre temps, et à chaque fois, je me dis, waouh, il y a du boulot, waouh, ça s'est amélioré, il est plus à l'aise sur scène, c'est plus clair, il est plus direct, c'est plus fort en fait. Ouais, c'est plus fort. C'est plus fort. C'est ce que je veux et c'est plus fort. Puis comme tu dis direct, en fait, je me rends compte que souvent, quand on commence dans le monde, on fait des blabla. Machin, je sais pas si vous avez remarqué, blablabla, et hop. Et tu sais, des fois, ça gâche la vanne. C'est con, hein, mais... Trop ça, voilà. Et on prend trop des raccourcis et on n'assume pas aussi. Mais on n'assume pas. Et je crois que ça a toujours été moi. Si j'avais une force dans l'humour, je crois que c'est ça, assumer. D'assumer, ouais. Je suis d'accord. J'assume amplement le fait... Pour moi, c'est le fait d'être à l'aise et d'assumer ce que tu fais. Ouais, attends, ici, je dis que je me fais lécher les couilles par des chiens, tu vois. Et j'en ris. Et les gens se disent, mais t'entends, ici, j'ai fait une blague sur le fait que j'aime pas les enfants. Attention, je le dis, j'adore mes enfants. Moi pas, moi je déteste ça. Ouais, voilà, mais vraiment... Et je leur dis aux gens, j'adore les enfants, mais je déteste les enfants des autres, je ne supporte pas ça. Et je vois, quand je la joue, cette blague, et je vois des gens limite vexés.
Et je leur dis, mais vous préférez quoi? Un gars qui vous dit, j'aime pas les enfants? Ou un gars qui vous dit, j'adore les enfants? Malheureusement, le juge a dit que je pouvais plus les approcher à moins de 300 mètres. Tu vois? Et je veux leur montrer que j'ai des positions, j'ai une façon de voir les choses, mais je suis honnête avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis vrai, en fait. Je veux simplement être vrai, leur dire, voilà, moi je pense. Et aujourd'hui, avant, j'aurais pas osé faire une blague pareille. Ouais, maintenant tu y vas. J'y vais. Par exemple, on parlait de blagues absurdes au tout début. On dit, ouais, l'absurde. Il y a une blague où je crois que c'est une de mes blagues préférées dans mon spectacle. Parce qu'il faut savoir qu'on fait de l'humour, il y a peu de blagues qu'on aime bien. Il y a des blagues qu'on écrit, il y a quelques blagues où tu dis, ouais, ok, je l'aime bien. Il y a des blagues, je crois que tu les as tellement répétées qu'elles t'ont fané, en fait, tu vois. Ils ont perdu... Cette punch du début, c'est ça qui est le plus dur, je crois, quand tu fais de l'humour. C'est de tenir cette punch. C'est pour ça qu'il faut se renouveler. Ouais, se renouveler. Et je fais une blague, et cette blague, elle prend 2 minutes. Mais tu sais qu'en humour, 2 minutes sans blague, c'est hyper long. C'est en éternité, ça vaut fois 1000 ans. On est sur deux éternités au carré. Je crois qu'on est plus ou moins. Ça, quoi. Et je fais cette blague, et ce que j'adore dans cette vanne, dont j'aurais jamais assumé au début, et je te le dis franchement, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. Et quand il y a le fait qu'il n'y a pas de chute à cette blague, on devient drôle, en fait. À dire aux gens, voilà, je vous ai amené là, mais ça vous sert à rien. Cette information va servir à rien du tout, tu vois. Et ça, j'adore, parce que j'assume le fait de le faire. Et je crois que cette blague marche parce que je l'assume, tout simplement. Si je l'assumerais au quart de ce qu'elle est, ben, elle passerait jamais. Les gens diront, ok, il a fait une vanne ratée. Et là, je l'assume et je regarde les gens en leur disant, ah, je suis fier de moi. Tu vois, c'est con à dire, tu vois. Non, mais c'est top. C'est ça qui est drôle, je pense. Mais c'est une force que tu as, c'est d'assumer le truc, ça c'est clair. Bon, je voulais te demander aussi, parce que ça j'aime bien savoir, si tu devais me dire c'est quoi ton plus gros bide? Le plus gros bide que tu as fait, le moment où vraiment tu es rentré chez toi et tu as remis toute ta vie en question. Tu t'es dit, il faut que je remonterai plus jamais sur scène. Au final, tu remontes sur scène après, mais tu te dis, waouh, j'aurais jamais dû venir ce soir. Est-ce que tu as un moment comme ça? La vérité, j'ai pris des bides. Attention, j'ai pris et j'en prends encore et on en prend toujours tous. Je crois, peu importe le niveau, on en prendra toujours. Par contre, je suis jamais retourné chez moi en me disant j'arrête l'humour. Ok. J'aimerais dire que je me suis jamais dit ça. Ouais, sérieux? Moi, je me suis déjà pris des bides que non, des je fois, savais pas si j'allais sortir de chez moi encore. Tu vois, j'étais même bien. tes voisins te crachaient dessus. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Je t'ai vu sur scène. En fait, surtout que personne n'avait vu. Il y avait juste des gens que je ne reverrai Tu rentres dans jamais. le bus, c'est comme quand t'as fumé un bédo quand t'es jeune, tu rentres dans le bus et tout le monde, t'as l'impression que tout le monde te juge. Tout le monde est au courant. Oh non. Ah, mais moi, c'est des gens que je reverrai plus jamais de ma vie. Mais c'est dur. Mais ok, donc t'as déjà fait des billes, oui. mais tu les assumes et Et tu je dis la ça. vérité, j'en ai même provoqué. Ouais, mais ça, si tu disais tout à l'heure, J'en ai provoqué pour savoir ce que ça faisait. Attention, je veux pas du... J'ai poussé à faire des beats pour comprendre des choses. Parce que j'estime qu'on apprend par ses erreurs. Et à un moment, je forçais des erreurs. Et je dis, ok. Et je vais pousser les erreurs de ce que je peux. On m'a dit, quand j'ai commencé l'humour, faut pas être vulgaire. J'ai été vulgaire. On m'a dit, faut avoir un certain rythme dans l'humour. Tu sais, il y a un rythme en humour. On m'a dit, attention, tu laisses trop de blanc entre tes vannes. J'ai fait, ne laisse pas trop de blanc entre tes blagues, on m'a dit. J'ai fait tout le contraire. T'as vu, des fois, je joue, je laisse un blanc. Des fois, j'arrête de jouer, je mange un truc, je bois un truc. Sur scène, je laisse le temps. On m'a dit ça. J'ai tout fait en sorte. Et c'est ça qui a créé le style que j'ai aujourd'hui, c'est le fait d'avoir poussé ça. J'ai envie de voir ce que ça fait. J'ai envie de vivre un malaise de scène. Et j'ai vécu des malaises, mais je l'ai jamais pris comme un malaise. Je sais pas comment expliquer. Moi, je vois des gens... T'as assumé tes bides, en fait. À fond. Et j'adore ça. J'adore. Quand je te dis, je vais jouer et que je pars du principe, et j'ai pas envie de les faire rire, je te jure, vu que tu es sur une scène d'humour et que les gens sont là pour rigoler, ils perçoivent ce que tu dis pour de l'humour. Eh bien, bizarrement... C'est fou à dire, à expliquer, mais je vais te parler dans la vie, ben, tu ne vas pas te dire, ok, on est dans une condition stand-up, il est là pour me faire rire, là, il est là, simplement là pour me parler, d'accord? Alors tu vas percevoir ça comme une conversation. Mais quand tu es sur scène et que tu parles aux gens, et que les gens en font, perçoivent pour eux, ils se disent, ah ouais, ok, là, ça doit être drôle, eh ben, les gens, des fois, rient à des choses que toi-même, tu n'y attendais pas, et des fois, même toi, t'écoutes ce que tu... Parce que, tu sais, il y a une double lecture quand tu fais de l'humour, tu vois. Des fois, tu t'écoutes parler, tu dis, putain, mais j'ai dit ça, ou j'ai fait, ah, tu sais quoi, je vais leur parler de ça, machin. Tu vois, il y a une double lecture. Et bien, des fois, tu te marres de ce que tu as dit.
Où tu sais, t'as fait un lapsus sur un truc et ça part ainsi. Et je sais pas comment expliquer. Je les cherche des fois pour vivre. Ça dépend aussi de la scène. Hein. Je les cherche, je pousse le fait d'être. Par exemple, quand je fais de l'impro, je me dis au fond de moi, est-ce que je peux être drôle avec rien? Mais c'est chouette parce que moi, c'est un truc que j'aime vraiment bien dans l'humour, c'est qu'on fait au final la même chose, on pourrait faire les mêmes scènes, mais on a une vision complètement différente de ce qu'on va faire. Et allez, moi, je suis incapable de faire des trucs qui n'est pas préparé. Moi, j'évite le bide au maximum. Après, comme je te disais, moi, je suis pas à l'aise. Toi, tu es super à l'aise. Toi, tu prépares des points en général de ce que tu vas faire. Moi, c'est très écrit. Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu peux avoir sur une scène un gars qui fait de l'absurde, un gars qui fait de l'humour noir, un gars qui fait du stand-up, un gars qui va dire des trucs très perso, un gars qui va parler de ce qu'il analyse. Et c'est génial, quoi. Il y en a pour tout le monde. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime. Et si je devais te demander ce que tu aimes le plus dans l'humour? Je crois que ce que je préfère, c'est écrire, en fait. Ok. C'est la partie, je crée la vanne. Ouais, c'est la partie de création. Okay. Si je pouvais des fois éviter d'aller jouer. Et écrire pour quelqu'un d'autre, alors, ça te plairait ou... On m'a souvent demandé. On m'a très souvent demandé. J'ai souvent refusé. Mais ça te plairait ou... Bah, je suis... Comment expliquer? Je suis un peu... J'aime pas prêter. Tu vois C'était bébé, quoi. Ouais, c'est ça. Ça me dérange pas. J'ai déjà aidé beaucoup de gens. Je dirais pas qui, mais j'ai déjà aidé beaucoup de gens sur des vannes. Ouais, machin, et conseils. Et je suis le premier à donner des conseils, à aider les personnes. Et j'ai un ami à qui j'aide vraiment beaucoup et je lui donne. Mais me dire, ok, je vais me mettre à table pour écrire pour quelqu'un d'autre, j'y arriverai pas. Okay. J'y arriverai pas parce que ce qui est con à dire, mais il fera pas comme je l'ai en tête. Tu comprends? Je vais te donner une vanne. C'est Chen qui m'avait expliqué ça. Mais Chen m'a dit, ce qui est fou avec toi, c'est qu'on pourrait prendre tes textes et donner à quelqu'un d'autre, ça sera jamais aussi bien joué. Oui, je fais ton sketch, personne ne rit. Voilà. Et pourtant, les vannes sont bonnes. Mais je suis sûr que ça rit pas pareil. Ouais, je crois mais parce que ça m'irait pas. Ça t'irait pas. C'est ça qui est bien aussi, c'est que t'as une vanne, ça va avec la personne qui l'a dit. Et moi, c'est un truc que je dis, n'essaie pas de faire comme un autre, parce que tu peux faire le sketch de quelqu'un d'autre, ce sera pas drôle. Mais c'est vrai que quand toi je te vois jouer, je trouve que tu as un côté très posé, très anglais, mine de rien. J'aime bien quand on dit ça. Mais ouais, parce que c'est con à dire, mais il y a un côté où allez, ce côté un peu chicos dans la vanne, tu vois, chic. Ah putain, c'est chic ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je te dis, je vais garder que les compliments dans le podcast. Je vais faire que ça. Parce que moi, je dis ce que je pense et je te le dis sincèrement. Quand je te vois jouer, je me dis, la dernière fois que je t'avais vu, je crois que c'est Wailouf, où tu avais pris quelque chose de nouveau, j'avais bien aimé. Parce qu'il y a toujours ce côté un peu au fond de toi où tu sais, le bon gendre. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté, ouais, bon gendre. Et tu trouves pas vulgaire. Et... Non, je suis pas vulgaire. Ouais, mais voilà. Et ça, c'est con, hein, parce que je l'ai été au début et je me suis bien rendu compte que ça peut être utile, la vulgarité. Mais des fois, c'est une petite facilité aussi. Ça ramène vite le rire, on va dire. Ça choque et il y en a que ça fait rire. Ouais. Il y a ce côté où ça choque et j'en utilise de temps en temps, moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant, parce que j'essaye d'être beaucoup plus efficace avec des mots plus simples et pas des... Parce que tu sais, quand tu regardes des jeunes qui commencent, ils ont une tendance à dire des fils de pute. Va te faire enculer, ou ta gueule. Ou tu sais, quelqu'un qui va dire ta gueule. Ouais, ah ouais, bip, c'est pas une heure de bip, 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 bip. Alors bip. Et Régis, j'adore quand tu joues bip. Non, je trouve qu'ils vont dans la vulgarité. Une connerie, mais il y a un truc que j'ai remarqué souvent en stand-up. Tu sais, c'est des humoristes, souvent les femmes, elles disent ouais, ma collègue. Pas de ma collègue qui est blonde ou ma collègue Mireille, ma collègue, cette connasse. Et c'est le connasse qui fait rire. Mais c'est pas un rire gagné, j'ai l'impression. C'est un rire par facilité. Les gens rient parce que c'est sur une scène et que c'est vulgaire. C'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est ce qu'elle va raconter sur sa collègue derrière. Et ça, c'est drôle, tu vois. Pour moi, l'humour, c'est un peu comme la cuisine. Tu sais, on a tous les mêmes ingrédients. Disons, on va prendre des œufs. C'est une base, mais t'as 2 œufs, j'ai 2 œufs. On a 10 minutes pour les faire. Bah toi, tu vas peut-être faire des œufs brouillés, tu vois, des œufs brouillés, parce que tu aimes ça, parce que c'est efficace et ça va vite à faire. Et ben moi, non, je vais peut-être me dire, c'est quoi, je vais faire des œufs pochés.
je vais bien les présenter dans une belle, tu vois. On a exactement les mêmes ingrédients, mais on va simplement les amener différemment, tu vois. Et je trouve que le fait de bosser là-dessus, sur comment emballer quelque chose, en fait, t'emballes, voilà, la chute. Comment tu vas présenter Comment tu vas, c'est là que c'est important. Alors, il faut être direct et en même temps, il faut aussi bien amener les choses. Parce que dire, ah, l'autre connasse, machin, ouais, c'est drôle pendant 2 minutes. Après, ça ne l'est plus vraiment, tu vois. Oui, c'est être drôle sur la longueur qui est plus dur. Regarde, un mec, je prends un cas comme InnoJP. InnoJP n'est pas vulgaire et c'est un mec super bon. Il est bon, il est efficace, c'est drôle, c'est pas vulgaire. Et c'est un spectacle, limite, tu peux avoir, avec les sketchs que j'ai vus de lui, limite, tu peux le regarder avec tes enfants. Et c'est très drôle, c'est très, très drôle. Et je trouve que le fait de passer outre de la vulgarité dans un sketch, c'est encore plus fort. Parce que se dire, ah ouais, putain, il m'a fait rire avec des mots simples, mais assez forts pour arriver à ça, c'est drôle. Tu sais, une connerie, mais on parle souvent, nous, les hommes, de masturbation, de machin. Moi, j'ai fait des blagues sur la masturbation, mais j'essaye d'aller plus loin, plus dans le ressenti. Tu vois, je ne suis pas dans la forme, je suis dans le ressenti de la chose. Limite, pourquoi je me masturbe. Ou pourquoi, tu vois, j'ai plus cette envie d'aller là, dans le ressenti, que dans oui, je me branle parce que j'aime les films porno. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a ce côté où... Aller plus loin, pas faire le truc trop simple qui est attendu. Voilà, attendu. J'ai envie de dire être un outsider. Ouh. Je ramène à son spectacle. Eh oui, ça c'est un métier, les enfants. Diffuseront mes miseries. Pour la fin de l'interview, je voulais faire un petit interview name dropping. Je te demande juste des noms d'humoristes. À chaque fois, je te dis un type d'humoriste et tu me dis le nom qui te vient, celui qui te... Par exemple, si je te demande l'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré sur les scènes que tu as fait. Régis Canon. C'est gentil. Non mais pas hors moi. Or toi, parce que là on est des potes, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Entre autres, je trouve que t'es avec un que j'apprécie le plus dans l'humour. Bah, le fait qu'on ait commencé, j'ai commencé avec toi déjà. Le fait que, allez, tu vas pas me dire ouais c'est bien ou machin, toi, on va en discuter. J'aime ça, le fait. Moi j'aime bien les gens vrais. J'aime bien les gens me disent clairement ok t'es drôle ou tu l'es pas ou ça c'est un travail comme je t'ai expliqué avec la vanne. C'est drôle mais on s'y attend. Tu vois, j'adore ça. Moi j'aime bien les gens assez vrais. Mais il y en a beaucoup en fait. Dans l'humour il y en a beaucoup. Des noms il y en a beaucoup. InnoJP est un gars adorable. Etienne est adorable. Il y a des gens très très bons. Je pense qu'il y a... Tu sais, il ne faut pas oublier que c'est un monde d'ego aussi. Hein. L'humour, c'est un monde d'ego. On a tous une tendance, on veut tous briller, c'est ce qui est logique. Mais il y a des gens vraiment, il y a des gens où tu te dis, par exemple, on parlait de Momo tantôt, Fabio, qui ne fait plus d'humour malheureusement. C'est un gars que j'appréciais parce que c'était un des premiers à m'offrir sa première partie, comme toi, tu étais un des premiers à le faire. Et ça, j'oublie pas. Tu comprends? J'oublie pas des choses ainsi. Il y a des gens où ils vont pas te prendre parce qu'ils estiment que tu es peut-être plus drôle qu'eux, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, mais ils veulent pas avoir une concurrence indirecte. Il y a des gens, ils disent bah non, je vais pas l'aider parce que sinon, si je l'aide, nanani, nanana. Mais je pense qu'il y a des gens qui comprennent que c'est pas parce que les autres vont briller que tu vas briller moins. Ouais. Tu peux briller autant et ça va. Si tu as une première partie qui brille, ben ton spectacle va briller encore plus fort. Et il y en a qui, par contre, se disent non, le moment où ça brille, c'est moi. Je vais pas prendre quelqu'un d'autre, c'est moi. Ce qui est dommage. En fait. Et il y en a beaucoup qui y arrivent. Et il y a des gens comme Étienne Serre, comme tu disais, qui est super sympa. Il veut toujours transmettre des trucs, donner des conseils aussi. Ouais, moi, j'adore ça. Hein. J'adore les gens qui te disent je vais te donner un petit peu de mon expérience pour ça. Et ce qui est important, en fait, c'est on est dans un boulot où on transmet. Hein. L'humour, c'est transmettre quelque chose. Hein. Que ça soit par le rire ou par autre chose, tu transmets une chose. J'allais te dire, dans le deuxième, l'humoriste qui t'inspire le plus. Vraiment l'humoriste que tu te dis c'est vraiment lui, je regarde un spectacle, j'ai envie d'écrire après, par exemple. Ou un humoriste qui te donne envie de monter sur scène Pirette, c'est parce que ma mère regardait. Ouais, François Pirette, c'est con à dire, tu sais, aujourd'hui, tu sais, souvent, les gars de mon âge vont dire Gad Elmaleh, Jamel. J'ai aimé, attention, j'aime toujours, hein, parce que, tu sais, aujourd'hui, on a une tendance à les critiquer, ouais, Jamel, machin. Faut arrêter. Moi, j'ai adoré Papa est en haut ou L'autre c'est moi, c'est hyper drôle. Jamel, le premier Jamel sur scène, j'ai adoré le 100%. Faut admettre, c'était drôle.
Même si avec toute la polémique de copie comique, machin, je m'en bats les couilles, vraiment. C'était, ouais, vraiment, je m'en fous. À l'époque, j'ai passé un hyper bon moment. Je les ai vus en boucle. J'ai regardé Eric et Ramsey en boucle au Palais des Glaces. Je regarde maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que je regardais? Pourtant, j'ai adoré les mots d'Eric et Ramsey, t'as connu? Oui, j'adorais. Ce qui est hyper drôle, c'est hyper intelligent. Ça paraît tellement con et c'est tellement bien trouvé, en fait, cette mécanique. Faut taper ça sur YouTube. Je crois que c'est le truc de Eric et Ramsey qui m'a fait le plus rire. Ouais. C'est les mots, c'est super drôle, beaucoup d'impro, la barre de fer avec Jamel et Gad Elmaleh, c'est... Moi, c'était le premier de Jamel sur scène, parce que tu sais, souvent on parle de 100% de Boost. Moi, c'était le premier Jamel sur scène qui m'a encore maintenant me fait rire. J'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, où tu sens que ça prend un coup de vieux. Mais tous les trucs d'humoriste, ça prend un coup de vieux et en même temps, c'est normal. Ça évolue, il y a plein de trucs qui... la société évolue, en même temps, c'est un truc pour te dire, ah, ça marche plus. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça. Ouais, ça marche plus et en même temps, ils ont des codes qui marchent toujours. Et après, le métier et la force du gars... un type comme Jamel en impro, il est exceptionnel. Très bon, très bon. Tu vois, ils étaient très en phase avec leur temps et ça, je trouve qu'à un moment, quand t'es trop dans le showbiz, trop dans ce monde-là, et à un moment, tu te perds en fait. Je crois que Jamel ou Gad Elmaleh se sont perdus. Bizarrement, je crois que c'est normal aussi. Tu vis plus comme... Quand t'as des millions sur tes comptes, qu'est-ce que tu sais vivre encore? Ouais, il faut arriver. C'est un autre travail. C'est un autre travail. Mais ici, Gad Elmaleh, il revient pas mal dans les scènes, dans les comédie clubs en France. Il va parce que je pense qu'ils comprennent que c'est dans ces cœurs-là. Les Américains le font depuis Jerry Seinfeld joue encore au Sylar, Louis C.K. même chose. Ouais. Je trouve que si on doit apprendre des choses sur les Américains, c'est ça. Il faut retourner toujours à la base, au cœur des choses. Ne pas croire que tout est acquis. C'est pas parce que tu es un spectacle. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes humoristes, après un an, faire un spectacle. Oh les gars, j'ai envie de leur dire, les gars, un an, je crois que c'est trop jeune. C'est vraiment, moi, j'ai travaillé vraiment, je me suis dit, tu sais quoi, moi, j'ai appris tout seul l'humour. Franchement, j'ai appris tout seul. J'ai appris à écrire tout seul. J'ai appris en regardant, hein. J'ai regardé Pierre, Paul, Jacques, j'ai regardé. Et très souvent dans des petites scènes où moi, je peux te dire que j'ai appris à faire des punchlines. Quand j'ai vu un mec, je dirais pas qui et où, mais ce mec monte sur scène et il sort des punchs de dingue. Et je fais wow! Mais vraiment, un mec de mon âge, je fais wow! Le mec, il est dégomme. Personne ne le connaît. Je me dis, mais vraiment, pourquoi personne ne le connaît? C'est hyper fort. Ce gars, il me booste. Vraiment, il me booste en me disant, putain, j'ai envie d'écrire comme lui. Mais je te parle d'ici il y a des années, hein. J'ai envie d'écrire comme lui. Je le revois jouer avec plus de culture de stand-up. J'ai envie de dire, plus. En fait, je me rends compte que le mec, il a volé tous les sketchs de Jerry Seinfeld. Ok. Toutes les vannes de Jerry Seinfeld. On l'a plus vu, hein, ce gars-là. Parce que avec Netflix. Oui, tu comprends que, ok. Mais c'est con. Mais avant que je le sache, je me suis dit, waouh, ce mec, il est balèze, quoi. Les vannes étaient bonnes, Jerry Seinfeld. Ah oui, très bon, hein, mais. Ça, si tu prends bah ouais. les vannes des meilleurs d'office, même si tu fais pas aussi bien qu'eux, ça reste des vannes incroyables. Très très bonnes, très bonnes. Et je me dis, waouh, putain, j'y avais jamais. Et je me dis, c'est hyper balèze. Et en fait, je me rends compte que le mec a tout volé. Mais tout. Il n'y avait pas une vanne qu'il n'avait pas volée. T'es déçu à ce moment-là. Ouais et non. Je suis déçu parce que je me suis dit, ouais, putain, c'est triste de ce qu'il a fait. Et moi, je me suis calciné le cul à écrire des vannes parce que j'ai pas envie de voler de vannes. Et je trouve ça, c'est du vol intellectuel pour moi. Mais après, voilà, chacun pense comme il veut. Mais d'un autre côté, j'étais content parce que je me suis dit, bah en fait, il a rien gagné, tu vois. S'il l'a volé, c'est que moi j'ai bossé, mais heureusement ça m'a fait bosser, ça m'a donné un vrai coup de boost en fait. Il y a je sais plus quel humoriste qui a dit ça avec toute la polémique copie comique, ça serait bien que je me rappelle c'est qui a dit ça, mais il dit on m'a piqué des vannes, ok s'il veut j'en ai d'autres, pas de souci. J'ai fait le même, je me suis dit le même. Moi j'ai eu le cas, hein. J'ai eu un mec qui une fois il m'a volé des vannes, je joue à l'époque sur une scène ouverte, et le mec je le recroise 6 mois après, avec les mêmes pattes que moi, mais 2 vannes à moi. Et je me dis, oh, je joue en France. Et le gars est mal à l'aise parce qu'il grippe. En fait, il savait pas qui jouait. Et comme il savait pas, il s'est retrouvé avec moi. Et je lui ai dit gentiment que s'il me volait encore des vannes, je lui pétais les genoux. Après, j'étais simplement poli avec lui. Non, parce que je trouve pas ça correct. Non, mais ça le mec qui a bossé derrière son PC ou derrière sa feuille pendant des heures, qui a trimé, ça lui appartient. Il y a un respect à avoir à ce niveau-là, tu vois. Tu devais me dire celui qui t'a surpris dernièrement, un humoriste que tu te dis waouh,
finalement. Je l'ai regardé, il m'a mis sur le cul, quoi. Roman Frécinet. Roman Frécinet. Ouais, c'est un génie. Plus jeune que moi, et j'ai l'impression qu'il est plus vieux que moi. De toute façon, une culture stand-up énorme, le gars. C'est un génie en humour. Hein. Lui, je serais un mec qui m'inspire aussi. Ah ouais, mais Roman Frécinet, moi, il est bon. Il est bon, et d'un côté, j'aurais pas envie de faire ce qu'il fait. Parce que ça me correspond pas, voilà. Oui, mais faut pas vouloir prendre ce que les gens font. Voilà. Mais c'est même pas possible de lui prendre un truc. Il faut être dans sa tête à ce type-là, et c'est impossible, tu vois. Et tu vois, ce mec, il part du point A au point Z, tellement qu'il va loin, tu vois. Ah ouais, il a un univers à lui. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'on ne pourrait pas. Quelqu'un lui pique une vanne, on ferait. C'est Roman Frécinet. Ouais, mais on m'a expliqué ça. Il y a eu une soirée où plusieurs humoristes se succédaient sur un terme très court. Et il y a un gars, il paraît qu'il faisait du Roman Frécinet. Et il y a un gars dans le public qui a dit hey, casse-toi, Roman, c'est bon, on ne veut pas de voix, tu vois, un truc comme ça. Parce que c'est vrai que d'office. Mais maintenant, ça se transmet beaucoup plus vite. Et faut juste écrire vos propres vannes, les gars. Ouais, faut bosser, mec. Et ça casse tes couilles, mais c'est comme ça. Si tu devais dire à un humoriste que pour toi, il est sous-estimé, pour toi, il devrait être beaucoup plus loin que là où il est tellement fort que je comprends pas qu'il fasse pas des salles de milliers de spectateurs tous les jours, tu vois. Il y en a un que tu te dis, je comprends pas qu'il soit pas plus haut. Sous-estimé, putain, ça c'est une question que j'ai jamais pensé. Je partirais dire moi-même, t'es vraiment le mec. Non, c'est une blague, hein. Je rigole, je dois le dire, on va croire. Regarde, enculé. Je coupe tout ce que tu viens de dire maintenant. Je dis juste, c'est moi, ma femme, je l'aime pas, c'est juste mes gosses, et je mets tous les compliments. Je mets juste ça. Ça serait hyper drôle. Tu sais, le gars, il a fait un podcast de 5 minutes, que des compliments et des insultes. On a 1h30 de conversation, mais tout ce qu'on a gardé, c'est Régis, franchement, je trouve que t'es vraiment gentil, vraiment sympa. En plus, il est beau, Régis. Putain, merde, quoi. Il fait du crossfit encore plus, c'est génial, ce mec. Sous-estimé, ben franchement, j'ai pas de... Mais s'il y en a pas, c'est pas grave. Mais, non, parce que j'aimerais bien en trouver un. Je suis sûr que ça m'est déjà arrivé de voir un mec, je dis putain, une connerie, mais un mec comme, comment il s'appelle, François Rollin, c'est un mec qui n'a pas la notoriété qu'il doit avoir. Ok. Tu connais bien François Rollin? Je connais un peu, mais pas plus que ça. François Rollin, en absurde, moi je te le dis, moi j'aime bien l'absurde. Je trouve ça tellement drôle. Drôle, tu prends Alexandre Astier, mais quand tu regardes les Kaamelott, mais tu dis même, c'est des génies les mecs, tu vois. Et c'était parce que c'est très absurde, hein, mine de rien, Kaamelott, tu vois. Et il y a des choses. Il y a aucune chose simple dans Kaamelott. Je sais pas si tu as déjà vu, mais il n'y a jamais un truc. C'est du génie, voilà. Alexandre Astier, de toute façon, tout ce qu'il fait. Mais il travaille avec François Rollin. Okay. Ah ouais. Par exemple, Arnaud de sa mère, son dernier spectacle, a été écrit avec François Rollin. Ok. Et ça, je trouve, même Arnaud de sa mère, il est sous-estimé. Le problème, j'ai l'impression que l'absurde, c'est pas forcément donné à tout le monde de le comprendre. Mais en fait, c'est un truc qu'il y en a qui sont à fond dedans et il y en a qui sont pas du tout. Tu commences à faire de l'absurde, il y en a qui font c'est de l'absurde, j'écoute pas. Ouais, mais c'est dommage. Il y en a qui sont fermés à ça et une fois que t'es fermé, c'est fini. Il y a le stand-up plus classique et ça va toucher plus de monde plus facilement, plus populaire que l'absurde. Il y en a qui sont complètement fermés à ça. Hein. Tu disais Momo par exemple. Lui, il pouvait soit renverser le public parce que les gens sont à fond avec lui, ou les gens se disent mais qu'est-ce qu'il me fait. Et lui, il était absurde à mort, mais moi j'adorais. Il faisait le cri du cerf, il parlait avec la lampe. Drôle. Moi, je trouvais ça super drôle. Et en plus, comme c'est très différent de ce que je fais, j'adore. Moi, j'adore aussi. Mais ok, du coup, pas spécialement un que tu trouves. Ouais, mais je te dis François Rollin, vraiment, est un gars sous-estimé. Et ici, il a arrêté. Hein, manque de spectateurs. Ok. C'est ce qui est triste parce que quand je sais pas, tu as vu le Kaamelott quand il fait les citations latines, où tu te dis, mais putain, mais c'est vrai ou pas? Mais c'est tellement bien fait. Je trouve qu'on néglige souvent le fait que l'absurde, c'est aussi un humour c'est un humour assez intelligent aussi. Un humour, il faut comprendre les choses, faut avoir des références, les comprendre. Et je trouve que je ris beaucoup plus sur des spectacles absurdes que sur un stand-up très simple, en fait. Après, peut-être que tu rigoles aussi plus parce que du coup, tu t'y attends moins parce que tu l'écriras pas, tu n'écris pas que ça aussi. Moi, c'est ça que j'aime bien avec beaucoup avec l'absurde, c'est que moi, je me dis, je suis pas capable de le faire. Ouais, moi aussi. J'adore ça. Et des fois, j'ai ça avec l'humour noir aussi, c'est que j'en fais pas beaucoup. Et quand quelqu'un me fait un truc, je fais, wow, c'est fort. Il a été au bout, il a été plus loin que je me serais arrêté
allez, je me serais arrêté à un moment donné, il a été plus loin. Et quand je pense qu'il est arrivé au maximum qu'il peut aller, il va encore un peu plus loin. Des gars comme Mike Ward, je sais pas si tu vois. Il est monstrueux. Alors, pour continuer dans les noms. Pas un Québécois. Ouais, bah, quel choc. Le spectacle que tu recommandes le plus. Dès que tu parles d'humour à quelqu'un, tu dis ce spectacle-là, il faut que tu le vois. Faut que tu vois ce spectacle-là. Moi, pour le moment, je recommande à tout le monde le spectacle Pulsion de Kian Kojandi. Parce que j'adore. Ce spectacle me donne le sourire, me met de bonne humeur, me donne envie d'écrire. Kian, si tu entends ce podcast, je ne sais pas comment, je te prends en podcast quand tu veux. Quand tu veux. Moi, je te prends quand tu veux, même pas en podcast. Ça, je vais peut-être couper. Bon, ok, maintenant je suis obligé de la laisser. Mais est-ce qu'il y a un spectacle que tu recommandes à tout le monde? Tous les spectacles. Regardez les spectacles. Regardez. Si vous voulez faire de l'humour, parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent faire de l'humour qui vont l'écouter. Vous voulez faire de l'humour, il faut regarder tous les spectacles. Et même, pas forcément ceux que vous aimez. Moi, je suis souvent attiré par des spectacles où je me dis, ah, j'aime bien le gars, et je le vois, je suis déçu. Et quand je regarde un spectacle dont je m'attends à rien, je suis mort de rire. J'ai regardé le premier spectacle de Jérôme Commandeur. C'est du sketch coécrit avec Danny Boone. J'ai adoré, j'ai rigolé. Et regarde, je te parle souvent de sketch et je te parle même pas de stand-up en stand-up. Tiens, que j'en dis, j'adorais. Roman Frécinet, je vais essayer d'aller le voir ici à Mons. Faut que je le vois en spectacle aussi. Ouais, parce que ça doit être vraiment un truc. Il y a lui, il y a Yacine Bellouz aussi qui fait beaucoup d'absurde et qui est très drôle aussi. Par exemple, j'ai regardé ici le dernier spectacle de Malik Bentala, j'ai rigolé. Moi, j'ai adoré. Moi, j'adore Malik Bentala. Pourtant, ça me correspond pas du tout. Hein. C'est pas de l'humour qui me parle. Et me parle dans le sens où je trouve ça assez simple. Tu sais, j'ai l'impression que c'est dans la tranche de Jamel. Moi, je trouve que c'est un peu facile. Ouais, voilà, c'est facile. Mais je trouve qu'au-delà du... Je n'ai même pas l'impression qu'il y a du stand-up. Je trouve qu'il est très bon comédien. Okay. Et ça me fait rire. Okay. Quand il prend des personnages, ça me fait rire. Vraiment, je l'ai conseillé. Ouais, tu vois, je l'ai conseillé à un ami. Je dis, regarde-le parce que ce gars est drôle. Je sais pas comment je pensais pas le regarder, je vais regarder. Regarde-le et il est très drôle. Ici, pour la dernière truc que je voulais te demander avec les noms, c'est est-ce que tu vas devoir choisir entre un des deux humoristes. Je te demande un petit battle entre deux. Tu vas à chaque fois choisir un. Tu peux expliquer pourquoi, si tu as un pourquoi, si pas spécialement. Si tu devais choisir entre Bigard et Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Ok. Entre Pirette et Jérôme de Warzé. Entre Pirette et Jérôme de Warzé. Pirette. Ouais, après t'as parlé plusieurs fois de Pirette. Ah oui, Jérôme de Warzé, je suis pas du tout... Mais c'est fort politique. Je suis pas client. Okay. Desproges ou Coluche? Coluche. Ok. Petite battle belge ici, on les a tous les deux cités plus tôt. Étienne Serre ou Ino JP? Ino JP. Ok, parce que t'es plus client de ce qu'il fait? Non, Ino. J'aime bien Ino. Ce que j'aime bien en Ino, c'est j'ai l'impression qu'il est. C'est agréable. Je sais pas comment expliquer. C'est tellement agréable de le voir sur scène, ce gars-là. Okay. Tu vois, c'est bouffé d'oxygène. Ouais, c'est frais. C'est frais. Ouais. Et Etienne, c'est plus énergique. J'aime bien ce que fait Etienne. J'aime vraiment bien ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est toujours bien cadré. C'est au millimètre près, Etienne. Et c'est un showman. Ouais. Ça, moi, je l'ai vu, c'est un showman. Le gars, il est bon. Il est limite. Quand je le vois, je fais waouh, je suis fatigué après son sketch, là, tu vois ce que je veux dire? Okay. Je dis waouh, putain. Et il a ce côté, par exemple, quand il explique le mariacas ou quand il joue de la guitare ou du ukulélé ou tu vois. Ouais. Voilà. Moi, j'ai du mal avec les instruments sur scène, bizarrement. Okay. Quand un humoriste prend une guitare ou un piano, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi t'expliquer, ça me... Tu te dis qu'il fait un truc qui est pas de base qu'il devrait faire, peut-être. Ouais, j'ai ce côté un petit peu où je me dis... Je dis, ouais, mais pourquoi il fait ça? Okay. Quand Petit Oiseau de Gad Elmaleh, qui a cartonné, Petit Oiseau, si tu n'as pas d'aile. Parce que tu peux pas... Ouais. Et tout le monde se marrait avec ça, ça faisait rire tout le monde, ça ne me parlait pas. Ça ne me parle pas. Alors, rien que pour ça, je pense que tous les deux sont bons. Ouais, mais... De toute façon, c'est subjectif l'humour de toute façon. Donc, mais j'aime bien demander un peu aux gens. Si tu devais choisir entre Dubosc et Semoun. Dubosc. Florence Foresti ou Blanche Gardin? Florence Foresti. Entre Dena et Manon Le Pomme. Dena et Manon Le Pomme, Dena. Ouais, et Manon est hyper drôle sur scène, et moi je l'ai vu sur scène. J'aime bien l'univers de Dena. Okay. Je trouve qu'il y a un truc au fond d'elle vrai. Et je trouve que Dena a vraiment des choses à dire sur scène.
Okay. Mais de toute façon, tous les noms que j'ai cités ici, je vous invite à tous aller les écouter. C'est tous des gens. De toute façon, drôle. De toute façon, moi, je pense que tous ceux qui réussissent dans l'humour, c'est pas par hasard. Y a pas... Manon, elle a vraiment. Manon, elle cartonne et elle est très forte. Et son spectacle complet est à voir. Moi, j'ai eu la chance de faire. On a eu la chance de faire la première de Manon. Moi, quand j'ai vu ce spectacle, j'ai pris une claque. Hein. Vraiment parce que du début à la fin, j'ai rigolé. Et une énergie sur scène. Tu vois, là, moi, quand je l'ai vu, je suis sorti là, c'est moi qui transpirais. Hein. Tu vois, putain, c'est une blague. Ouais, c'est très fort. Et ici, pour la toute fin, je pique l'idée à Dan Gagnon, qui est aussi un humoriste québécois qui a beaucoup fait en Belgique. À la fin de son podcast, Dan Gagnon gratuitement, vous pouvez trouver sur Spotify, il demande à son invité toujours, à son avis, qui devrait inviter pour le prochain. À ton avis, qui ça serait chouette que je fasse la même chose en podcast avec lui? Roman Fresini, t'as pas répondu? Roman Fresini, pour le moment, il me répond pas trop. Il est assez occupé à remplir des stats. Qui devrait inviter quel autre humoriste tu te dis ça serait j'aurais envie d'entendre les mêmes questions? Dena. Elle est sur la liste des gens à qui je vais envoyer un mail. Dena. Qui j'espère vont me répondre. Si vous ne voyez jamais d'épisodes, c'est qu'ils ne m'ont pas répondu. Il y a beaucoup de gens, je pense que Etienne, par exemple, Ino. Je pense que Rudy et Raph du What the Fun font aussi de l'humour entre autres. Et je pense qu'eux peuvent vraiment être très cool parce qu'ils ont un point de vue plus businessman de l'humour. Et grâce à eux, tu vois, ils ont vraiment développé quelque chose de hyper chouette au niveau de l'humour. Avec le What the Fun. Ouais. Yuri Erfinkel aussi, qui est mine de rien. En fait, t'as mis tous les noms que j'avais mis sur ma liste. Ouais. Yuri, même chose. Moi, je l'ai vu commencer, Yuri, et il a travaillé. Il enchaîne les scènes. C'est un mec, je l'ai vu bosser, Yuri, et il a jamais lâché. Bizarrement, il a jamais lâché. Et même si des fois, j'ai vu des scènes peut-être moins bonnes, ce qu'il estimait lui moins bonnes, je trouve qu'il a toujours travaillé, bossé. Et je me souviens, j'avais fait un festival avec lui de Charleroi, et il avait gagné. Et je trouvais que c'était vraiment mérité. Tu vois, des fois, c'est mal le mot, tu vois, mais là, c'était mérité. Okay. Parce que je me dis, putain, j'ai l'impression qu'il était hyper heureux, il avait gagné un titre, et les gens avaient vraiment passé un bon moment, et c'était chouette. Funky Fab aussi. T'as vraiment cité ma liste. Franchement, j'ai l'impression que tu as lu la liste. C'est vraiment tous les noms que j'ai mis. Mais c'est que c'est des gens. Hyper bon. Moi, Funky, je trouve que c'est un des meilleurs. Tu vois, on parlait de gens qui mériteraient. Lui, il mérite vraiment aller voir son spectacle. Quelqu'un de très très bon, Funky, hyper bon dans ce qu'il fait. Cool. C'est qu'on est d'accord après sur les gens qu'il faut inviter, les gens qui sont intéressants, les gens qui ont des trucs à dire. Et puis tu peux me réinviter. T'es vraiment mec. On va voir déjà. On va voir le nombre d'écoutes. Non, mais c'était chouette. Mais on va pas se quitter sans faire un petit peu de promo quand même. À un moment donné, quand est-ce qu'on peut te voir, Nathan? Écoute, je joue ici le 4 mars à la Ruche Théâtre au Mercredi du Rire. Okay. Je joue le 17 mars, je pense le 17 mars en première partie de Denis Ritchie. Ah, Denis, on en a parlé. Denis, ça c'est un... Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller voir son spectacle, Denis est un gars hyper drôle. J'adore son univers. Ok. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Si en parlant de lui, tu peux l'inviter parce que je trouve qu'il a un truc. Mais je vais sûrement le croiser sur une scène et en fait j'aime bien voir les gens. Quitte à faire un podcast, autant faire quelqu'un que j'aime ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. J'ai juste pas encore eu l'occasion. Mais si t'as l'occasion, franchement, c'est un gars hyper chouette, sympa. Je joue en première partie. On l'a dit, t'avais la... 1er avril, t'es au Théâtre Royal de Mons avec le Mons Comedy Club. Voilà, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos? Sur ma page n'attendra pas humoriste sur Facebook. Okay. Et ouais mec, je suis un ancien. Instagram, je sais même pas ce que c'est. Tu sais même pas ce que c'est? Si, il faudrait que vous pouvez me rajouter sur n'attendra pas Instagram, mais je suis pas le mec Insta, moi je suis perdu quoi. Ma fille de 9 ans fait mieux que moi sur Insta. Tu lui demandes de faire ton petit manager. Et aussi sur YouPorn. Sur YouPorn, je suis sur YouPorn avec mes parents. Et mon oncle, depuis qu'il est sorti de prison. On a lancé le business, ça reste en famille. Ça reste en famille. Et ça, c'est beau.
Nathan, merci d'avoir fait le podcast. Merci d'avoir parlé avec moi tout ce temps. Ouais, je vais sûrement couper tout ce que tu as dit et juste garder les compliments. Bien sûr. Et je te transmettrai le passage à ta femme où tu expliques que tu préfères tes enfants. Ouais. Elle devrait apprécier. Pourquoi je t'aime. Régis, il est pas gentil. T'es mal coupé, je le sais. Je m'en fous, je coupe tout ce que je veux. Non, je suis pas assez bon en montage. Merci beaucoup. Et on se retrouve, j'espère, pour d'autres interviews plus tard. Et merci d'avoir écouté. Et à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.